Bonsoir à tous, je suis Arnaud de Saint-Simon, je suis ravi de vous accueillir ce matin pour cette table ronde. On ne cesse de le constater, même de le déplorer, on vit une crise grave du leadership politique, géopolitique, spirituel, moral, et ça met une sacrée pression sur les patrons dans les entreprises dans lesquelles les défis sont immenses. Composer avec un monde complexe qui va à 200 à l'heure, transformer des modèles économiques, gérer la pression des actionnaires, des marchés, des clients et des salariés, rester dans la course, toujours dans la course à l'innovation, motiver, faire grandir les équipes, plus que jamais en quête de sens, relever le défi de la transformation écologique, interagir de plus en plus avec la société. Rien n'est plus fascinant et flou en même temps que le leadership. Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce que doit être un leader au XXIe siècle? Est-ce qu'il doit être doté d'une vision? Ça, c'est sûr. Mais de plus en plus difficile dans une économie en transformation permanente. Doté de courage, c'est pas si sûr, en tout cas pas forcément prioritaire pour nos intervenants, vous le verrez. Est-ce qu'il doit être exemplaire? Oui. Ça, c'est une exigence qui monte. Est-ce qu'il doit être cohérent et aligné? Est-ce qu'il doit être innovant? Parce que finalement, son rôle, c'est de transformer les organisations, ça c'est sûr. Est-ce qu'il ne faut pas une part de folie aussi? Quand est-ce qu'il doit donner envie, au risque d'enjoliver l'histoire, ou au contraire, admettre les difficultés en toute transparence et humilité? Est-ce qu'il doit être admirable? Oui, admirable, je viens de lire une chronique dans les Échos sur le leader doit être admirable. Ce n'est pas forcément une prédisposition, mais est-ce que ce n'est pas un besoin des autres et même un besoin à assumer? Est-ce qu'il doit être unique, comme c'est encore souvent le cas, ou partager ce leadership, comme de plus en plus de théories managériales le suggèrent? Est-ce qu'il doit avoir le sens de l'intérêt général, être altruiste? Est-ce qu'il doit être un servant leader, comme disent les Américains, dont la mission est de faire grandir les autres? On le voit, elle est complexe cette mission, parce que finalement, il faut être tout cela à la fois, c'est-à-dire cumuler les qualités traditionnelles, pourrait-on dire, du leadership, la vision, le charisme, avec celle plus contemporaine de l'horizontalité, de la transparence, de l'intelligence humaine et relationnelle. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ça, on va s'intéresser aussi à comment est-ce qu'on devient un leader, quels sont ses rapports aux autres, quels sont ses modèles, comment est-ce qu'on se ressource quand on est un leader, quels sont les pièges et les défis. Autant de questions et bien d'autres que je vais poser à mes 5 intervenants. Alors, je vous rassure, s'il y a une chose qui est claire, où le monde n'a pas changé, c'est qu'on n'a qu'une femme et 4 hommes. Donc, de ce point de vue-là, le XXe siècle est encore là. Voilà, donc je suis un petit peu obligé de commencer avec Nathalie Loiseau, que j'ai mis à ma droite, bien au chaud. Donc, Nathalie est directrice de l'ENA, après une longue carrière dans la politique internationale. Vous le verrez, celle qui, entre guillemets, a beaucoup reçu, beaucoup combattu et beaucoup obtenu, nous parlera, entre autres, de l'ambition chez les femmes qu'elle exprime formidablement dans son livre « Choisissez tout ». Éric Lombard, à ma gauche, directeur général de l'assureur Generali, a mené une carrière dans la politique, dans de précédents gouvernements, dans la finance, chez Paribas, et aujourd'hui chez cet assureur où il mène une politique sociale innovante, en parallèle avec de forts engagements dans la société et l'environnement. Arnaud Deschamps, qui est tout là-bas, à ma droite. Arnaud est le DG de Nespresso France, où il a fait toute sa carrière. Ce jeune patron incarne sans doute un nouveau type de leadership horizontal, transparent, accessible, et vous le verrez, avec des engagements. Bon, puis si vous avez des questions, je crois qu'il connaît personnellement Georges Clooney. Jérôme Bédier, qui est à ma gauche, secrétaire général de Carrefour, a fait sa carrière dans l'administration, le conseil, et dans cette grande maison qu'il a rejoint en 2011, au moment où un autre leader, Georges Plassa, reprenait la direction et les commandes d'une entreprise à laquelle il fallait administrer un traitement de choc. Et là-dessus, Jérôme ne s'en cache pas, et il nous raconte ce que c'est que le leadership dans la tempête et la difficulté. Enfin, Jean-François Rial,
Jean-François est un ancien financier et en 91, dans le Sahara, comme Syntex, il a eu une révélation que sa passion de jeunesse, le voyage, c'était là-dedans qu'il voulait faire carrière. Et donc, il dirige Voyageurs du Monde depuis une vingtaine d'années, prestigieuse enseigne de voyage, haut de gamme, sur mesure. C'est un patron très social. Il verse 30% des bénéfices aux salariés. Il est aussi très médiatique et très engagé dans des causes environnementales, notamment le tourisme humanitaire et humanitaire. Alors, je vais, pour commencer, vous demander à chacun quel est le principal défi à laquelle votre entreprise est confrontée, et pour vous, quelles sont les 3 qualités dont le leader a besoin pour y faire face. Nathalie. Bonjour et merci. Merci pour la présentation qui a été faite. Principal défi pour une école comme l'ENA aujourd'hui, former les leaders de demain à des métiers qu'on ne connaît pas encore dans un contexte qu'on ne connaît pas forcément. Donc au lieu de reproduire l'acquis, de reproduire l'ancien, c'est inventer un nouvel enseignement avec des nouveaux défis tous les jours. Ce sont des défis qui sont positifs, hein. Ce n'est pas ce que j'appellerais une difficulté, c'est une partie encore plus intéressante du travail. Mais reproduction de l'ancien, reproduction des savoir-faire d'hier, ça ne vaut plus, ça ne compte plus. Donc quitter le monde de la certitude pour celui qui accueille le doute, par exemple. Entraîner non pas à donner les bonnes réponses, mais à se poser les bonnes questions. C'est complètement autre chose et c'est renverser le principe de ce qu'est une grande école. Ça nous fait un bien fou, mais c'est aussi un travail énorme. Voilà, c'est en 2 mots ce que vous leur direz, parce que je crois que lundi, vous accueillez votre nouvelle promotion, 120 étudiants, dont un quart qui viennent de l'étranger. Voilà, dont 30 étrangers, oui. Voilà. Et donc, pour y faire face, c'est quoi les 3 principales... Alors, j'en ai énoncé beaucoup, hein. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Quelles sont les 3 principales qualités du leader aujourd'hui pour y faire face? Alors, vous avez évidemment tout dit. Moi, je choisirais sans doute la capacité à voir loin et large, plus loin et plus large que le reste de ses équipes. C'est ça qu'on attend d'un leader, c'est d'être différent d'un manager. D'être inspirant, ça peut vouloir dire exemplaire, admirable, je ne sais pas, courageux, sûrement. Et puis aussi d'être authentique et accessible. Un leader n'est jamais seul, un succès n'est jamais individuel, et donc faire grandir ceux qui sont autour de soi, leur donner la possibilité de participer, d'avoir des idées, d'être innovant sans avoir peur. Je crois que c'est ça le vrai leader. Vous m'avez dit la capacité à percevoir les signaux faibles. Est-ce que c'est ça un petit peu le rôle, pas exclusif, mais ce à quoi le leader doit être attentif? C'est essentiel aujourd'hui en particulier, c'est-à-dire que les transformations que l'on vit aujourd'hui, elles ont commencé doucement dans les années 90. Ceux qui les ont vues les premiers ont évidemment fait gagner un temps fou aux institutions, aux entreprises qu'ils dirigeaient. C'est ce qu'il faut être capable de continuer à faire. Ça veut dire, et je vous le répète, c'est la différence entre un leader et un manager. Un manager, il gère, il a le nez sur le guidon, comme on dit vulgairement. Le leader, il regarde plus loin dans le temps, plus loin dans l'espace, et surtout, il ne s'enferme pas, et c'est la directrice de l'ENA qui le dit, dans un entre-soi. Quel est le pourcentage d'hommes et de femmes à l'ENA? Alors, dans la promo qui sort, 45%, c'est la première fois. On est 45% de femmes. Oui, en général, quand on donne le chiffre le plus faible, c'est rarement les hommes, sauf chez les magistrats. Donc 45% de femmes, mais c'est un chiffre qui est difficile à atteindre et à maintenir parce que nous, on arrive tard dans le projet de vie et le projet professionnel des jeunes. On arrive avec des candidats qui ont 5 ans d'études. Et ce qui devait être un ascenseur social, notre système éducatif, est devenu un entonnoir. Et malheureusement, moi, je travaille du côté du petit bout de l'entonnoir et c'est très insatisfaisant. Alors, quelle est la différence, évidemment, entre le leadership masculin et féminin? Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous pose cette question, mais je vais quand même vous demander d'y répondre, parce que vous dites que les femmes manquent d'ambition, sont trop bonnes élèves. Alors, voilà, qu'est-ce qui fait la différence? Alors, il n'y a aucune différence a priori. Il y a d'excellents leaders femmes et d'autres qui sont calamiteux, et inversement pour les hommes. Moi, je suis tout à fait hostile à l'essentialisme qui dit les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Cela dit, vous faites un livre sur quand même les femmes. Oui, mais qui est aussi sur les hommes, puisque je pense qu'on a tous envie de transformation et que le féminisme, et je ne me cache pas d'être féministe, c'est une forme de progressisme dont on peut tous partager. Non, ce qui est différent, c'est d'une part le regard qu'on porte sur les femmes dirigeantes.
le regard que les équipes, que les interlocuteurs, hommes et femmes, portent sur le fait qu'une femme dirige. On n'utilise jamais les mêmes mots. Un homme a du caractère, une femme est caractérielle. Un homme a de l'autorité, une femme est autoritaire. Donc il faut affronter cette différence-là. Et puisque les femmes ont de différents, puisqu'elles sont en proportion encore moins nombreuses que sur ce panel, hein, là 20% c'est quasiment magnifique, la proportion réelle des femmes dirigeantes dans le public et dans le privé c'est 13%. Autant vous dire que quand j'hésite à venir à une conférence ou à une réunion où je suis invitée, c'est la panique parce qu'il ne va pas y avoir de femmes. Et en plus, vous avez parlé au nom de toutes les femmes. Donc c'est comme et en plus, voilà, une femme qui parle, donc c'est pratique. Ça doit être pour ça que je suis là aujourd'hui. Non, ce qu'elles ont de différent, c'est qu'elles sont des nouvelles venues, qu'elles sont très minoritaires et qu'elles ont une capacité d'interroger l'existant, de questionner les habitudes, parce que ces habitudes, elles ne les ont pas acquises depuis des générations et qu'elles ne leur conviennent pas forcément. Donc elles ont un côté innovant, c'est la diversité, c'est toutes les diversités dont on a besoin, et c'est cette diversité-là qui est utile. Mais quand elles sont majoritaires dans une profession, elles sont comme tout le monde, elles sont très conservatrices. Et vous me disiez, je vous cite, chez les hommes, cette volonté de toujours monter, c'est terrifiant. Alors je ne sais pas si c'est une volonté, je pense que c'est un stéréotype qu'on applique aux hommes. On parle beaucoup des stéréotypes féminins, on a raison. On réfléchit assez peu aux stéréotypes masculins. J'ai fait une conférence sur la place des femmes au Japon. Alors je vous laisse imaginer, c'est le Premier ministre Shinzo Abe qui me l'avait demandé. Vous l'avez faite au Japon ? J'ai faite au Japon, oui, dans une salle où il y avait 95% d'hommes. Donc trouver le biais pour qu'ils aient envie de m'écouter n'était pas absolument évident au départ. Et j'ai commencé en leur parlant du caractère écrasant des stéréotypes qui leur étaient imposés à eux, les hommes. Alors ils sont tous réveillés, ils ont tous demandé la parole en disant que c'était insupportable, tout ce qu'on attendait d'eux en tant qu'hommes. Après, ils ont compris que ce qu'on attendait des femmes était peut-être aussi pesant. Mais je suis intimement convaincue que cette idée que si on est un homme, il faut être ambitieux, il faut vouloir monter toujours plus haut, plus fort. Et si on est une femme, il faut penser quand même à sa famille, à protéger son équilibre. C'est aussi enfermant pour les uns que pour les autres. Et aujourd'hui, il faut peut-être simplement se demander qui a envie de quoi. Jean-François, il voulait réagir. Non, ce débat homme-femme leadership m'a toujours interpellé parce qu'en fait, je pense que dans chacun d'entre nous, il y a une part masculine et une part féminine et qu'aujourd'hui, les quelques femmes que je connais qui sont des grands entrepreneuses, elles sont quand même très, très, très masculines. Et je connais un certain nombre d'hommes qui dirigent des entreprises qui ont des parts féminines bien plus importantes que certaines de ces femmes. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un problème femme-homme. C'est un problème de... On voit bien quelles sont les qualités féminines, hein, sensibilité, compréhension des autres, moins d'envie de pouvoir, plus d'intérêt général. Bon bref, on les connaît les qualités féminines. Elles sont d'ailleurs fondamentales dans le monde moderne de demain. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un problème de femme ou d'homme. C'est plutôt un problème de personnalité de chacun des leaderships. Franchement, il y a beaucoup de femmes qui sont pires que les hommes en termes de qualité managériale, quoi. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Hein. Dans un débat, il faut une femme. On a Nathalie Noiseau. Et puis, il faut quelqu'un qui désorganise le débat. Mais ça, je savais que ça serait Jean-François. Alors maintenant, Jérôme a envie de répondre et me perturbe mon conducteur. Et c'est très bien. Vive la disruption. Jérôme, vous vouliez réagir ? On n'hésite pas à interagir. Non, moi, je voudrais dire que dans la vie professionnelle, je vois très peu de différence entre les hommes et les femmes. Peut-être la seule différence qui existe, c'est que quand on propose un poste, une promotion à une femme, elle se pose la question de savoir si elle est capable de l'exercer, alors qu'un homme se la pose très rarement. Pour moi, c'est la seule vraie différence. C'est qu'on a souvent des collaborateurs qui disent « Oh, ça non, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça ne sera pas trop ?» C'est la seule différence que je vois. Sinon, dans le reste, les choses se passent de manière très équivalente. Okay. La préoccupation de la vie personnelle, maintenant, pour les hommes, et notamment pour nos plus jeunes collaborateurs, elle est presque au même niveau que chez les femmes. Jérôme, puisque vous avez la parole, le principal défi de Carrefour aujourd'hui et les trois qualités qu'il faut à un leader pour y faire face, c'est quoi ? Le principal défi, nous on est un groupe, on s'appelle multilocal, multiformat,
et maintenant multicanal. Et notre principal défi, c'est d'être aussi multi-leader, si je puis dire. Parce qu'on a un système dans lequel on a 10 000 magasins dans le monde. Donc, on a énormément de postes de responsabilité, énormément de postes où il faut commander des hommes et des femmes et les mobiliser au service des clients. Et ça, c'est un défi énorme. Parce que ce n'est pas parce qu'on aura eu des bonnes idées au siège, qu'on aura mis en place des process magnifiques, qu'on aura envoyé des auditeurs et des contrôleurs pour vérifier que tout se passe bien, qu'on réussira dans notre entreprise. Pour réussir, il faut qu'on ait partout, là où ils sont, des leaders intelligents, alors à des niveaux différents, dans des ambiances différentes, et qui aient la capacité à comprendre bien où va l'entreprise, ce qu'elle doit faire, pourquoi elle doit gagner, et qui en même temps puissent travailler sur la diversité des collaborateurs que nous avons dans le monde et à l'intérieur des pays. On a des collaborateurs qui viennent de métiers très différents, qui sont d'origines très différentes, qui sont d'âges très différents, et il faut qu'on soit capable de diriger tout ça avec beaucoup d'efficacité et d'engagement. Le risque pour une entreprise comme la nôtre, c'est parce qu'on a été assez finalement capable de réussite dans le passé, même si vous donnez une image de Carrefour qui est qu'on est dans la tempête absolue. On est quand même dans une situation qui est un peu moins mauvaise qu'elle n'a été. Et on a eu dans le passé... C'était en 2010-2011. Dans le passé, on a beaucoup vécu avec un projet qui a très bien réussi, quoi. Et le risque, dans ce cas-là, c'est que comme on a réussi avec ce projet, eh ben, on s'y cramponne, on reste dedans, on n'en bouge pas, et on ne voit pas que le projet d'aujourd'hui, c'est le même que celui d'avant, mais il est quand même un peu différent. On a pas mal évoqué, et dans mon introduction, on va l'évoquer, le besoin d'un nouveau style de leadership plus horizontal, plus convivial, plus partagé. La grande distribution, c'est quand même encore, me semble-t-il, un domaine dans lequel il y a de grands patrons charismatiques et assez solitaires, non ? Est-ce qu'elle a fait sa révolution managériale et du leadership, la grande distribution ? Je crois, enfin, solitaire, je crois pas. Solidaire, peut-être pas non plus toujours. Non, ce que je pense, c'est que le vrai défi, il est dans le style de management sur le terrain. Parce que le leadership, enfin, moi je crois beaucoup à l'importance du leadership de terrain. Hein, c'est pas simplement le leadership, quelque chose des quelques happy few qui sont les mandataires sociaux du CAC 40 ou les grands dirigeants d'entreprise. Et je pense que sur le terrain, nous venons d'une organisation qui a quand même été assez militaire. Ouais. Hein, qui est une organisation où il y avait des grands effectifs, on recrutait, on avait des process, c'était très militaire. Et on a eu un moment la tentation de se dire notre entreprise sera magnifiquement puissante si on arrive à centraliser tout ça et à faire vibrer tout le monde au même rythme. Et ça, justement, maintenant, on en revient. Et donc, il faut qu'on soit capable de créer un esprit de responsabilité sur le terrain et faire en sorte qu'il y ait des cultures qui se développent, qui soient des cultures en synergie les unes avec les autres, mais qui puissent être adaptées au milieu local. Vous m'avez cité ce fameux bouquin sur la faillite de la pensée managériale. Vous m'avez dit, le leader, il doit avoir une culture générale. Oui, ça c'est... Bon, je ne sais pas si vous connaissez Dupuis, qui écrit un très bon bouquin sur le management. Il a écrit un premier bouquin qui s'appelle Lost in Management, qui explique que plus on a de process, moins les gens se sentent managés. Et il en a écrit un deuxième qui s'appelle La faillite de la pensée managériale. Et il a mis en exergue de ce bouquin une phrase assez inattendue. C'est une phrase du général de Gaulle dans Vers l'armée de métier, qui dit la science du commandement, c'est-à-dire l'exercice du commandement, c'est-à-dire du management en gros, enfin du leadership, repose sur la culture générale. Ce qui est très inattendu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est une belle dans phrase, un livre de management, on peut y adhérer, mais ça veut dire quoi et c'est inattendu de la part d'un militaire qui a écrit un livre sur l'armée de métier. Ça veut dire que le chef, son métier principal, c'est d'être ouvert au monde extérieur. C'est d'être capable de dialoguer en permanence avec l'extérieur, de mettre l'entreprise en relation, de comprendre ce qui est en train de se passer et d'éviter ce syndrome qui est dramatique d'un enfermement de l'entreprise sur elle-même. Le bruit interne d'une grande entreprise peut être énorme et peut nous empêcher d'écouter l'extérieur. Et ça, c'est une fonction
fondamentale qui est de pouvoir être relié à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a dans la culture générale une capacité à être avec les gens. Si vous connaissez les endroits où ont été les gens, si vous parlez un peu leur langue, etc., vous êtes avec les gens. Alors, et ça change tout. J'avais quelqu'un avec qui je travaillais qui disait finalement le management, c'est de connaître les gens, notamment les collaborateurs, et de les reconnaître. C'est-à-dire qu'un manager qui ne sait pas nommer un certain nombre de collaborateurs, qui ne les connaît pas, qui n'est pas capable de poursuivre un dialogue qu'il a entamé quelque temps avant avec eux, en fait, il ne manage pas vraiment. Et pour le faire, bon, alors ça c'est une conviction personnelle, mais je pense qu'il faut vraiment aimer les gens. Je ne sais pas si vous aviez vu le film de Barbet Schroeder sur Idi Amin Dada. Non. C'est un très beau film sur le management et le leadership. Idi Amin Dada, qui aimait les gens, d'une certaine manière. Mais justement, Idi Amin Dada, il y a cette scène fabuleuse où il fait une compétition avec ses collaborateurs dans la piscine. Puis à un moment, il voit qu'il y en a 2 qui sont en train de le doubler. Donc il prend la piscine en diagonale, il leur fout un grand coup pour arriver le premier. Et puis après, il y a une autre scène qui est assez amusante dans laquelle il apprend le management à ses ministres. Donc ils sont tous derrière une table et ils écrivent ce que dit le leader. Et le leader leur dit justement, alors ils sont tous en train de noter, « People must love the leader ». Alors ils écrivent tous « People must love the leader ». Et en fait, la réalité, c'est que le leader must love the people. C'est-à-dire que si on est capable de bien connaître les collaborateurs, de repérer les talents, d'être au contact des gens qui sont là, d'aimer finalement le métier, hein, d'aimer, enfin pour nous en ce qui nous concerne, être dans un magasin le matin, de voir les produits, de voir ceux qui les mettent en place, etc. À ce moment-là, je pense qu'on peut avancer avec tout le monde et faire avancer l'entreprise. Vous parliez de culture générale, Jérôme, vous m'avez beaucoup parlé de Napoléon, quand on s'est parlé. En quoi ça vous inspire en tant que patron ? Bon, alors Napoléon, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit. Non, Napoléon, il y a quelque chose qui est assez frappant dans son leadership. Concrètement, comment est-ce qu'il peut inspirer un dirigeant aujourd'hui ? Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que, en fait, beaucoup l'adoraient. Ses soldats l'adoraient. Il avait créé, alors il y avait beaucoup de gens qui le détestaient, mais il avait créé autour de lui une véritable affection, un véritable contact. Et esprit de sacrifice aussi, quand même. Pardon ? Et esprit de sacrifice. Oui, ça pouvait aller jusqu'à l'esprit de sacrifice, mais en fait, les gens l'aimaient bien parce qu'il les reconnaissait. Il était capable de reconnaître un soldat qu'il avait vu 3 ans avant une autre bataille. Il leur attrapait l'oreille. Les plus valeureux, il prenait sa légion d'honneur, il leur mettait, il leur agrafait à l'uniforme. Enfin, c'est quelqu'un qui avait cette capacité, enfin les gens en tout cas ressentaient ça, hein, ressentaient quelqu'un qui s'intéressait à eux. Voilà. Éric, quel est le principal, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais quel est le principal défi de Generali, et vous, en tant que leader, patron, quelles sont les qualités qui vous semblent, les talents qui vous semblent les 2 ou 3 talents qui vous semblent les plus essentiels pour y faire face? En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est central. Pas beaucoup de défis ou de talents? Pas beaucoup de défis, pas beaucoup de talents qu'il faut non plus. En fait, je pense qu'il faut essayer de simplifier les choses. Le défi d'un assureur traditionnel, il est très simple. L'assurance est un vieux métier qui existe depuis plusieurs siècles et dans une forme organisée depuis presque 2 siècles. Et le défi d'un assureur aujourd'hui, c'est de se transformer suffisamment vite pour éviter que l'assurance demain soit fournie exclusivement par les Google, Apple ou Amazon de ce monde. Donc c'est un défi extrêmement simple. C'est une réalité, ça, que les GAFA puissent fournir un service d'assurance demain. Alors, la réalité, c'est qu'ils y réfléchissent, tous. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la porte d'entrée, ou peut-être l'ont-ils trouvé... Ils sont plus dans la distribution que dans la fourniture de services. Ce qui caractérise les grands opérateurs digitales, c'est qu'ils prennent un segment commercial et ils captent la valeur. Et il laisse aux acteurs traditionnels, comme la peau d'une écorce d'orange. Comme dans le voyage. Voilà. Et donc, on peut tout à fait, dans l'assurance, imaginer que la distribution et la valeur ajoutée du conseil soient captées par ces acteurs et que les assureurs ne soient via des comparatifs et qui que des porteurs fournissaient des commodities. Et on serait comme les opérateurs télécoms, qui sont devenus les fournisseurs de réseau de ces gens-là. Et donc, le défi pour nous, il est très simple. Comment est-ce qu'on révolutionne nos entreprises suffisamment vite pour que la qualité de service, parce que ça tourne autour du client, évidemment, que la qualité de service soit telle
que si demain matin Google arrive avec une offre d'assurance, nos clients disent non mais quand même chez Generali, je connais mon conseiller, mon courtier, mon agent, la qualité de service est telle que jamais j'irai voir ailleurs. la réhumanisation du service. Eh bien, c'est que l'assurance est un métier technique où on regardait le résultat technique de la branche auto, de la branche incendie, nanananer. Et demain, c'est un métier qui doit s'occuper des clients et vérifier que M. de Saint-Simon, qui est client chez nous, il est content. Et que quand il a un problème, enfin s'il n'est pas client chez nous, à la fin de cette session, à la fin de la table, il soit content, rassuré. Et donc, c'est extrêmement simple à expliquer. Je pense que tout le monde le comprend. La difficulté qui fait le lien avec le management, c'est pour que ça marche. Il faut que chacun des collaborateurs de Generali, puisque en l'occurrence on parle de Generali, mais ait bien compris cela et ait une interaction avec chaque client, tel que le client ait bien compris que ce client était pour nous un interlocuteur important et était vital pour la compagnie. Quand on s'est parlé, vous m'avez parlé d'exemplarité, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être exemplaire pour un leader aujourd'hui dans une entreprise? Donnez-moi un exemple. Alors, je vais faire un petit détour, si vous le permettez. Il y a deux trucs très compliqués pour un chef d'entreprise ou un chef, quand on parle de leadership ou d'exemplarité, c'est qu'on est juste des gens comme les uns et comme les autres, et il se trouve que le parcours nous a conduit à cette position. Donc, la difficulté de l'exemplarité, c'est que parler d'exemplarité, ça ne veut pas dire qu'on est exemplaire. Il ne faut pas tomber il y a de la sincérité dans ce piège-là. Nous ne sommes pas exemplaires. Nous sommes extraordinairement humains. Voilà. Simplement, l'exemplarité, ça veut dire que nous sommes obligés d'essayer fortement de faire ce que nous demandons à tous. Prenons un exemple très simple. L'entreprise moderne est une entreprise de dialogue. Jérôme l'a dit, c'est une entreprise beaucoup plus horizontale où chaque collaborateur a un rôle clé dans la réussite du projet collectif. Et donc pour ça qu'il faut qu'il y ait du dialogue. Et ce que doit faire le leader, c'est être exemplaire dans le dialogue avec chaque interlocuteur de l'entreprise. C'est-à-dire que... Ça se concrétise comment, ça? Eh bien... Est-ce que c'est avoir sa porte ouverte? Est-ce que c'est des réunions informelles régulières? Eh bien, ça se concrétise en toute situation de dialogue. Alors, que ce soit dans une réunion ou quand on va voir les gens qui sont sur le terrain, sur les plateformes téléphoniques, dans les agences, il faut que la nature du dialogue que nous avons avec toute personne, et avec les clients aussi, soit précisément exemplaire, c'est-à-dire que nous soyons en permanence à l'écoute, et à l'écoute respectueuse et bienveillante. Et l'idée du patron à qui on dit quelque chose qui est perçu comme pas approprié, qui dit voilà, et qui rejette ça, a un impact dramatique parce que nous sommes observés. Et si à un moment donné, on ne respecte pas quelqu'un qui s'adresse à nous, les gens ne s'adresseront plus à nous. Et si les gens ne s'adressent plus au patron, ils ne vont plus s'adresser à leur patron, et après, ils ne s'adresseront même plus à leurs collègues. Une des qualités essentielles du leader, vous m'avez dit aussi, c'est déléguer, savoir déléguer et faire confiance. Concrètement, vous, dans votre quotidien, ça veut dire quoi? Alors, ça s'exprime comment? Moi, j'ai toujours pensé que la confiance était un levier formidable et que quand on faisait confiance à quelqu'un, les personnes se dépassaient et que c'était un levier de motivation beaucoup plus important que l'argent, par exemple, ou autre. Faire confiance, alors il faut évidemment connaître un peu les gens, et faire confiance, ça veut dire concrètement qu'on ne vérifie pas ce que font les gens, qu'a priori, quand il y a une erreur qui est commise ou quelque chose qui ne va pas bien, on part du principe que la personne a fait exactement ce qu'il fallait et que si les choses ne vont pas bien, c'est qu'il y a un problème objectif à traiter et qu'il y a un présupposé de talent, d'engagement chez la personne qui est face à soi. Et ça, c'est un levier qui est extrêmement puissant, encore une fois, parce que du coup, les personnes en qui on fait confiance se dépassent, alors que les personnes, c'est les process dont parlait Jérôme, les personnes à qui on ne fait pas confiance vont rester dans le champ étroit du mandat qu'on leur a donné, de la délégation qu'on leur a donnée. Et on perd énormément en investissement et en qualité. Jean-François, le principal défi de Voyageurs du Monde, c'est quoi et quelles sont les... Disons que nous, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je vais essayer d'éviter de répéter, mais nous, on est dans un métier où on est confronté à une bourrasque d'impermanence. La géopolitique, le
le climat, la santé, Internet qui casse tous les codes. On est dans une industrie, si vous voulez, où tous les phénomènes, à la fois du disque, tel que la musique l'a vécu, ou de ce que vient d'évoquer Eric sur l'arrivée des GAFA dans notre métier, est systématique, quoi. Donc on est obligé, nous, on est confronté, et c'est mon principal défi depuis que je dirige cette entreprise, c'est de gérer l'impermanence, c'est-à-dire de ne pas louper les bons virages, de changer l'entreprise tout en gardant ses valeurs très fortes, pour l'adapter au monde dans lequel elle est, pour pouvoir lui permettre de continuer à faire un truc très simple, être utile à ses clients, lui apporter de la valeur ajoutée à son client et se différencier. Alors, c'est des mots qui paraissent simples, mais en pratique, c'est extrêmement difficile. Par exemple, nous, on était un voyagiste sur-mesuriste extrêmement pointu, avec des spécialistes pays. On avait plus de 200 spécialistes pays. On avait pris ce virage il y a 20 ans en faisant du voyage en individuel. On était à peu près les seuls sur le marché. Puis on a eu à la fois des concurrents des intermédiaires comme nous qui sont arrivés. Et puis surtout, la vague de l'Internet qui permettait aux clients de faire tout seul. Il a fallu répondre à ça. Donc, je dirais que chez moi, mon obsession permanente, c'est qu'est-ce qui change autour de nous, le contact avec l'extérieur, je dirais s'adapter en permanence de façon forcenée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour pouvoir y arriver, pour l'instant on y est arrivé. Vous avez sûrement tous entendu parler de mes confrères de Fram qui font pas du tout le même métier que nous, et ce qui doit être arrivé. Tout le monde explique que c'est une querelle familiale. En réalité, c'est pas du tout ça. La vérité de cette entreprise, c'est que c'est une entreprise qui a refusé l'évolution de son métier il y a 15 ans. Donc le leader, c'est celui qui est en charge de la transformation? Oui, je pense. Je pense. Alors pas seul, hein, mais c'est celui qui doit voir. Vous voyez, j'ai bougé mon entreprise de façon fantastique il y a 3 ans sur une mutation extrêmement forte sur le service client à tous les niveaux. Avant le voyage, pendant le voyage, après le voyage, quand on était en croissance de 15% par an et que tout allait bien. Parce qu'on a vu qu'on allait vers la catastrophe. C'était qu'une question de temps. Bon. Et pour moi, le leadership, c'est ça d'abord. C'est d'abord ça. Il est en charge d'une communauté de salariés. Il est responsable de l'emploi. Chez nous, c'est 1000 personnes. Et il ne peut pas se permettre, pour des mauvaises raisons, de se tromper. Alors, quelles sont ces mauvaises raisons? Il y en a pas mal chez les leaderships. Il y a l'ego, la bêtise du patron qui se croit toujours, qui croit qu'il a toujours raison, qu'il est toujours dans le vrai, qui refuse la contradiction, etc., etc. Donc, pour moi, une des qualités clés de la gestion de l'impermanence d'un entrepreneur, c'est d'accepter d'avoir tort, d'écouter les autres, de changer d'avis, de ne pas avoir de problème par rapport à ça. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Bon. Beaucoup de boulot. Combien vous avez rencontré de gens extrêmement brillants, intellectuellement, mais qui ont Parce que le salarié fait comment dans un monde complexe? Il a envie d'une vision peut-être rassurante, simplificatrice, paternaliste, qui en lui dit mais le salarié, voilà où on va, versus on vit dans un monde d'impermanence et de test and learn. C'est angoissant, ça. Non, mais le problème, c'est que l'entrepreneur que nous sommes, enfin celui que nous sommes, doit rassurer ses salariés par les réponses qu'on apporte à cette impermanence. Mais l'entrepreneur doit se débrouiller pour que son salarié puisse parler et lui amener des éléments qui vont l'amener à comprendre ce qui se passe. Les gens disent souvent de moi que j'ai une énorme intuition. En réalité, c'est complètement faux, cette affaire. C'est complètement débile. C'est juste, en fait, c'est que vous prenez de l'information en interne, en externe, vos clients, vos collaborateurs, vous lisez Twitter la nuit, etc., etc., etc. Et puis, à un moment donné, vous faites un jus. Vous faites un jus qui est votre synthèse. On apprend sûrement à l'ENA, d'ailleurs. C'est à nos brillants hauts fonctionnaires qui nous ont mis la France dans l'état où il est. Bon. Nathalie,
Nathalie, vous avez le droit de réagir quand vous voulez. Non, mais ça, vous c'était êtes, pour animer un peu le débat. vous êtes une minorité, Non, on vous protège. Mais au-delà de la boutade, parce que moi je connais beaucoup d'énarques extrêmement brillants, c'est très intéressant de voir à quel point vous rencontrez des gens extrêmement brillants qui cumulent les erreurs. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, c'est un problème psychologique. Là, on est chez Arnaud. C'est un problème d'ego, quoi. Alors après, évidemment, il y a un tas de qualités qu'il faut. Il faut de la vision, il faut un tas de choses. Mais je dirais que pour moi, la clé, elle est là. C'est accepter d'avoir tort, mettre en situation ses collaborateurs pour qu'ils aient envie de vous parler, qu'ils aient envie de vous contredire. Et puis quand vous êtes dans le service comme nous, dans l'extrême service, je dirais, un des trucs qui est fondamental, c'est de faire en sorte que ces salariés soient heureux. Bon, Jean-François, Voilà. Éric, qui n'a pas fait l'ENA, voudrait réagir. Oui, parce que je trouve que dans une table ronde sur le management, reprocher aux hauts fonctionnaires que par hypothèse la France ne serait pas là où elle pourrait être, c'est comme si on parle de Carrefour ou de Generali, de dire qu'on n'est pas là où on voudrait être parce que nos collaborateurs n'ont pas fait le job. Voilà. Oui, sauf que Eric, il vous a pas échappé. Eric, je suis désolé, mais là je suis obligé de vous couper. Il vous a pas échappé que 80% des politiques français qui nous dirigent sont des énarques. Ça vous a pas échappé, ça quand même, Eric. Hein? Voilà. Alors c'est là- un peu court comme explication. Alors là, La responsabilité Éric, politique en ça démocratie. s'anime. On va animer ce Et débat celle- là. C'était un peu, La mou. responsabilité est celle des élus. Et une fois que quelqu'un est élu, qu'il soit énarque, avocat ou sans formation, n'est pas le sujet. Voilà, je pense que, voilà. C'est vrai que n'étant pas énarque, je ne suis peut-être pas le plus Bon, qualifié pour alors, parole à la promotion Voltaire, puis à la patronne de l'ENA. Il y a prescription, parce que c'était il y a un certain temps. En plus, j'étais dans la promotion Voltaire. En plus, je parle sous le contrôle de Nathalie. Et sur la c'est photo, celle de je Hollande, suis non entre François Hollande et Ségolène Royal. Voilà, donc c'est la totale. Bon. Bon, Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est parce qu'on sait bien, aujourd'hui, la France est réellement dans une situation très difficile. Elle est réellement dans une situation très difficile, notamment parce qu'on a une sphère publique qui ne s'est pas modernisée et qui ne s'est pas suffisamment rénovée et qui coûte finalement très cher. Voilà, ça, on le sait. Mais ce n'est pas en désignant des boucs émissaires de manière, je dois dire quelquefois, je ne parle pas de ce que vient de dire Jean-François, mais quelquefois de manière un peu populiste, qu'on réglera le problème. Moi, je pense que la République, c'est l'affaire de tous. Oui, mais Et c'est je l'affaire pense de que l'inventaire. Que chacun de doit faire s'engager et voilà. doit s'engager sur le fond. Et en définitive, ce sont les Voilà, mais il électeurs faut- qui décident. Voilà, mais sans désigner de bouc émissaire, il faut aussi faire l'inventaire de ce qui ne fonctionne pas. mais juste, Alors, je suis ça Nathalie, vous ennuie pardon. pas Laissez s'exprimer la femme. dire, puis un petit peu la directrice de l'ENA qui a une particularité, c'est que je ne suis pas ancienne élève de l'ENA, donc je n'ai pas de corporatisme, mais j'ai plus de liberté. Et je suis venue diriger cette école parce que je pensais qu'elle avait besoin de changer. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ceci étant, il n'y a qu'en France que quand on a des problèmes, on va chercher qui est le coupable et de préférence pas soi, plutôt que de se demander ce qu'on va faire ensemble pour s'en sortir. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'un voyagiste qui n'avait pas su s'adapter. Alors, si j'étais une fonctionnaire bornée, je vous dirais la France s'en sort pas parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne savent pas voir le monde changer. Ça réglerait quoi? Vous dites 80% de nos politiques sortent de l'ENA. C'est totalement surréaliste. 2% des anciens élèves de l'ENA font de la politique à niveau national. Ça veut dire que les gens que nous avons formés et que moi je continue à former, ils sont là où on a besoin d'eux. En ce moment, mes élèves sont dans les préfectures, en train de s'occuper de l'état d'urgence, en train de faire des perquisitions auprès de certaines personnes radicalisées. Et le reste du temps, ils font l'accueil des réfugiés et ils font le service civique. Je pense qu'ils rendent service à leurs concitoyens et que c'est pour ça qu'ils sont venus et que c'est pour ça qu'ils sont hauts fonctionnaires. Et je n'ai pas le sentiment depuis le 13 novembre qu'on pense qu'il y a trop d'États. Je pense qu'on a besoin d'un État qui fonctionne bien, qui se transforme, c'est vrai, mais qui fonctionne bien. Et surtout, moi j'ai vécu un peu partout dans le monde, je ne me suis pas contentée de voyager, j'ai passé beaucoup d'années sur les 5 continents. Il n'y a que dans mon pays, et ça me fait beaucoup de peine de voir ça, que face à une difficulté, on se divise et on se montre du doigt, au lieu de se rassembler et d'essayer de faire ensemble des choses différemment et plus intelligemment. On a tous besoin de se transformer, l'État, les entreprises. S'agissant des politiques, on est tous électeurs et donc on est tous responsables des politiques que nous élisons.
Jean-François, vous vouliez réagir une minute, mais je voudrais passer la parole à Arnaud après. Juste une minute. Non, je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Nathalie, paradoxalement. J'ai bien sûr fait de la provocation, mais néanmoins, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait qu'on est dans un pays qui, depuis 30 ans, refuse de se réformer, alors que tout le monde, de quelque bord politique ce soit, je dirais pour les gens raisonnables, clairvoyants, on sait tout ce qu'il faut faire sur l'éducation, sur les réformes nécessaires à libéraliser le chômage, etc., etc., et on ne les fait pas. On ne les fait pas. Donc, il est bien entendu clair que l'École nationale d'administration est loin d'être la seule responsable et que les entrepreneurs ne sont loin d'être les seuls responsables, mais on est quand même collectivement dans un pays qui refuse l'impermanence. C'est quand même ça la vérité. Et quand j'entends Nathalie Loiseau expliquer qu'elle est en train de réformer l'éducation de ses futurs diplômés, ça veut bien dire qu'il fallait réformer et que ça n'a pas été fait suffisamment. Vous voyez ? Et clairement, on est dans un pays où on rencontre énormément de gens brillants, mais qui n'agissent pas. Et quand vous me dites que 2 ou 3% des politiques sortent de l'ENA, c'est probablement vrai, vous connaissez ça mieux les choses que moi, mais on voit bien quand même qu'ils ont un mode de pensée assez unique quand même, et qui refusent de bouger les lignes. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce débat, par ailleurs passionnant. Voilà, parce que je voudrais, peut-être qu'on y reviendra avec la salle, mais Arnaud, donc Arnaud, vous êtes un jeune dirigeant. Alors, quel est le principal défi de Nespresso aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que d'être un leader dans une très grande filiale d'un groupe multinational aussi, hein, ce qui est une situation très différente de Voyageurs du Monde, par exemple. Oui, mais en même temps, je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire, c'est que Nespresso, on est une société innovante et on est une société du XXe siècle et le défi pour nous, c'est d'être une société du XXIe siècle. Donc pour ça, il faut continuer à s'adapter, innover tout le temps, partout, dans nos organisations, dans nos modèles de fonctionnement, en matière de développement durable, dans tout ce qu'on fait, il faut innover et c'est comme ça qu'on sera une société du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Déjà, on peut avoir 50% de femmes à son comité de direction, donc ce qui est mon cas, on a 50% de femmes au comité de direction de Nespresso France. Et puis aussi, on peut, et c'est peut-être mon plus grand défi en matière de leadership, c'est d'enlever la peur. Voilà, il faut enlever la peur dans les organisations. Il faut faire en sorte que les gens... Comment on enlève, c'est le patron de psychologie qui dit comment on enlève la peur ça, comment on enlève la peur on dit aux gens, allez-y, quand on se trompe, c'est pas grave, on recommence, on essaye, on n'est pas toujours en train de se dire, si je me trompe sur ça, ça remet en question toute l'entreprise. Non, ça remet en question que ce qu'on a fait et on peut revenir en arrière, c'est pas grave. Et puis, il faut arrêter d'avoir peur des concurrents. On a des gens qui regardent tout le temps les concurrents. Et moi, je dis à mes collaborateurs, si vous regardez tout le temps les concurrents, vous allez finir... C'est la culture du test and learn, quoi. Ouais, mais si on regarde les concurrents tout le temps, on va finir par être comme eux. Et du coup, on n'aura qu'une seule offre sur le marché. Donc, c'est vraiment cette idée de sans cesse... avoir de l'appétit, avancer, regarder le verre à moitié plein et vraiment enlever cette peur. La transparence aujourd'hui... C'est pas facile de retirer cette peur, comme vient de me le dire Nathalie, quand on était aussi peu élevé dans le goût du risque. Oui, non, absolument. Mais aujourd'hui aussi, il faut se rendre compte aussi, par exemple, que tout est transparent. On a encore dans les entreprises des gens qui cachent des chiffres, des dossiers, etc. Quand on voit que notre président, il est sur écoute, on se dit, mais je veux dire, tout ce qu'on cache, tout le monde le sait. Je passe mon temps à dire ça à mes collaborateurs. Dit mais vous savez pas si on peut le dire, mais tout le monde est déjà au courant. Donc moi je cache des chiffres, je reçois des rapports de banque, il y a tous mes chiffres dedans. Donc je me dis bon, donc le monde est transparent. Allons-y, ayons de l'appétit, enlevons cette peur, soyons. Ok, vous m'avez beaucoup dit, donné envie. Vous m'avez parlé de cohérence, de congruence. Pardon. En tant que leader. Oui, valeurs de cohérence, congruence, écoute, empathie. En tant que leader, les principales qualités, donc il faut donner envie, il faut donner du sens. Alors il faut donner du sens parce qu'en France, on a toujours un petit peu cette tendance à tirer vers le bas le nombre de gens qui me disent, après tout, vous faites que du café. Et puis, le vin, c'est pareil, un Château Margaux, autre chose, c'est que du vin après tout. Et puis les vêtements, c'est que des vêtements. Et, bon, je veux dire, un voyage, c'est un voyage. Non. Donc, l'idée, au contraire, c'est de dire ce qu'on fait est excessivement important. Ça a du sens pour les fermiers qui travaillent pour nous, pour les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Je vais vous donner une anecdote
qui a vraiment été un marqueur pour moi, c'est ce qui s'est passé chez Four Seasons. Donc chez Four Seasons, ils avaient, vous connaissez cette enseigne hôtelière très haut de gamme, ils trouvaient que les clients se comportaient mal avec les collaborateurs. Ils les traitaient toujours un peu de manière condescendante, c'était pas très sympa. Voilà. Puis les métiers du service, de toute façon, ils sont toujours décriés, en France en particulier. Et puis du coup, les collaborateurs le vivaient mal, et puis ils donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont changé leur signature et ils ont dit « Ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen ». Donc ils ont dit il y a une symétrie des attentions, les collaborateurs ne sont pas en dessous des clients, d'accord ? Tout le monde est au même niveau. Serving, c'est un beau métier, ce sont des compétences, d'accord ? Ce sont les mêmes gens, sauf qu'il y en a un qui sert parce que c'est son métier, sa compétence, et l'autre qui reçoit. Peut-être que ça peut être autre chose. En tous les cas, quand on change cette signature, on change tout, on donne du sens. Et je pense qu'un leader, il doit donner du sens à ses collaborateurs, mais aussi à ses clients. Parce que quand Four Seasons a dit « Ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen », les clients se sont comportés différemment vis-à-vis des collaborateurs. Et ça change tout. Arnaud, c'est quoi les pièges ? Vous m'avez dit, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, un des pièges, c'est le cynisme, le découragement. Oui, justement parce qu'on tire tout le temps vers le bas, quoi. Donc, et au contraire, moi je pense qu'il faut vraiment avoir de l'appétit, s'engager dans la relation, c'est un très gros changement aussi. Il faut aujourd'hui le digital et l'omnicanal fait que tout est transparent, tout est transverse, et aujourd'hui il faut s'engager dans la relation sans cesse. Et il y a beaucoup de choses à créer, et on voit bien que collectivement on crée beaucoup plus de choses. Là on le voit dans les universités de la Terre, on voit bien toutes ces entreprises qui connectent avec des ONG, avec des gouvernements, avec des universités, et on voit bien que cette puissance collective elle crée une valeur incroyable. Donc sortir du cynisme, regarder l'autre pour ce qu'il peut amener, et essayer collectivement de changer les choses. Oui, moi je rajouterais bien un commentaire sur la symétrie des attentions qui me paraît un sujet essentiel. C'est un truc qui a été élaboré par quelqu'un qui vient d'Accor justement des services, dans un très beau livre sur le marketing des services. La symétrie des attentions, c'est quoi ? C'est exactement ça, mais ça va, je dirais, plus loin. C'est que effectivement, la personne dans l'entreprise qui sert le client, c'est sur un pied d'égalité. Mais pour obtenir ce rapport qui est vertueux, il faut que dans l'entreprise, la personne qui sert le client soit considéré par rapport à ses managers sur un pied d'égalité aussi. Sinon, le truc ne fonctionne pas. Et donc, ce levier est extraordinairement puissant parce qu'en réalité, il révolutionne la façon dont l'entreprise fonctionne et il inverse le rôle d'autorité. La personne qui a l'autorité, c'est la personne qui est au contact avec le client. C'est elle qui sait et c'est elle qui a l'avenir de l'entreprise en main. Comment on fait, messieurs, dames, pour gérer le doute ? Le doute, la difficulté, le sentiment d'imposture. Est-ce que quelqu'un va oser parler du sentiment d'imposture ? Comment est-ce qu'on fait quand on est un leader et qu'on est traversé, éventuellement paralysé ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Jean-François. Toi qui as la réputation d'être cash. Non, mais moi je suis habité par le doute toute la journée, tout le temps, en permanence. Donc c'est pas tellement... Je pense que c'est... Moi, je cache pas grand-chose, vous avez compris, hein, d'ailleurs, un petit peu de personnalité que je peux avoir. Donc, mes collaborateurs sentent quand j'ai un doute. Quand j'ai un doute, moi, Comment ils sont quand ils voient que vous doutez ? Je pense que c'est pas tellement un problème si vous êtes globalement rassurant. C'est-à-dire que il y a un truc à dire, Arnaud, que je trouve très, très, très juste, absolument fondamental, c'est la transparence. Chez nous, tous les chiffres sont accessibles par tout le monde, tous les chiffres de vente, toutes les statistiques, quelles qu'elles soient. Et donc, si vous commencez à avoir un doute et vous voulez le cacher, ça va pas très très bien marcher. Moi, quand j'ai un doute sur un sujet mineur, je laisse mes collaborateurs trancher. Je m'en occupe pas. Arnaud, et quand j'ai un doute sur un sujet majeur, comment on gère le moment de doute ? Et quand j'ai un doute sur un sujet majeur, j'ai une règle d'or, je prends du temps. Je laisse décanter. Et généralement, au bout d'un moment, j'ai plus de doute. Il y a un truc qui est terrible, c'est de prendre une décision et de pas l'assumer derrière. C'est-à-dire de faire des va-et-vient. Ça, c'est très, très, très mauvais dans une entreprise. Voilà. Pardon. Alors pour moi, le doute en matière de leadership, c'est quand vous sentez que... Quand vous captez les signaux faibles et que vous voyez ce qu'il faut faire, vous sentez qu'il faut faire ça, que tous ces signaux faibles vous donnent raison et que tous les gens autour de vous vous disent que vous avez tort. Et ça, c'est un grand moment de solitude en tant que leader.
Voilà. Alors on fait quoi, Arnaud? Parce que vous avez dit en même temps un des pièges, une des erreurs, c'est le passage en force. Eh ben, alors moi je suis pour la démocratie, je suis pour le partage, je suis pour mais parfois il faut savoir tenir. Voilà. Parfois il faut savoir tenir parce que c'est dur, parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent non, 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 et puis vous sentez bien que c'est ça, et de temps en temps il faut tenir bon et s'appuyer sur ses convictions. Nathalie, Alors, le doute, c'est bienvenu à l'ENA. Juste pour finir sur ça, je pense là où il faut faire attention, c'est quand les convictions deviennent des certitudes, en fait. C'est là où, à mon avis, on est sur la limite. Mais avoir des convictions, s'appuyer sur des valeurs profondes, s'appuyer sur quelque chose qui semble faire du sens, qui s'inscrit dans le mouvement de la société au général, non, il faut arriver à tenir bon, je pense. Nathalie. Alors d'abord, oui, douter. Comment c'est plutôt déprogrammer bon signe. des élèves qui n'ont pas Douter, été c'est élevés plutôt dans cette bon culture. signe parce que ça veut dire qu'on est accessible à la réflexion, on est accessible au dialogue et qu'on ne part pas bille en tête en étant persuadé qu'on est le meilleur et qu'on sait tout à l'avance. On a même fait de cette capacité à douter un atout pour les candidats qui se présentent à nos concours. Pendant très longtemps, le fameux grand oral que Jérôme a passé, on vous posait une question, vous donniez une réponse, et puis la question d'après, la réponse d'après, etc., etc. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les jeunes femmes réussissaient moins bien, parce qu'elles réfléchissaient tout haut, et que c'était considéré comme oh, bah, elles n'arrivent pas à décider, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, etc. Moi, j'ai remis ça un petit peu à plat en disant mais on a besoin de décideurs qui réfléchissent avant de faire une bêtise. Et en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup moins la réponse que le mode de réflexion qui amène à une décision. Comment est-ce qu'on peut savoir si on prend des gens qui nous intéressent? C'est plutôt la manière dont ils réfléchissent que la réponse qu'ils nous apportent. Et donc, on a obligé tous nos candidats, quand ils passent le grand taux, il y a une mise en situation. Donc, ils doivent nous dire ce qu'ils feraient dans telle ou telle situation, mais ils doivent surtout nous dire tout haut par quel cheminement ils arrivent à ces décisions-là. Beaucoup d'hommes ont détesté ça au début, parce qu'ils étaient plutôt habitués à donner une réponse, et puis derrière, il y a même pas peur, même pas mal, je sais puisque je suis bon. Et on leur disait, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vous fondez ça sur quelle réflexion, sur quelle valeur, sur quelle éthique, sur quel exemple. Et très souvent, il n'y a pas une bonne réponse, mais il y a un bon cheminement. Et le bon cheminement, on l'a complété cette année en créant une autre épreuve qui est les collectives, en obligeant les candidats à réfléchir ensemble. C'est une révolution culturelle. Pourquoi? Parce que notre système éducatif, et nous, on n'a que des premiers de la classe. Hein. Ceux qui arrivent à l'ENA, c'est tous des premiers. Et leur drame, c'est qu'à la fin de la scolarité, il y a un premier puis il y a un dernier. Donc il y a forcément des malheureux. Mais c'est tous des premiers de la classe. Donc il y avait la bonne réponse aux questions qu'on leur posait. Déconstruire ça, valoriser le doute, valoriser aussi la prise de risque, c'est-à-dire l'échec. Prise de risque, on ne sait pas comment ça va se terminer. Faire des projets, on est en train de monter une sorte de système de start-up d'État dans l'école, c'est-à-dire on monte des projets, on propose des projets, puis il y a ceux qui vont marcher, il y a ceux qui ne vont pas marcher. Et on ne sera pas forcément pénalisé parce que ça ne marchait pas à partir du moment où c'est innovant. Éric, Jérôme. Oui, Jérôme. En fait, comment on gère le doute? Pardon. Il y a des natures de doute très différentes. Il y a le doute qu'il faut avoir en permanence avant de prendre une décision. Et ça, ce doute-là, il doit exister, il doit être connu dans l'entreprise et il doit permettre à chacun de s'exprimer. Il ne faut pas que les décisions soient prises à l'avance, il faut qu'il y ait un vrai débat dans l'entreprise. Ce doute-là, il est finalement assez facile à gérer. Il est de l'ordre du questionnement presque. Moi, ma question, c'est voilà, on est... Donc ça, dans l'entreprise, c'est assez facile à gérer. Il y a un second doute qui est plus compliqué, il y a été fait allusion, qui est le feeling qu'on a à certains moments sur certaines situations. Alors c'est ça l'intérêt d'aller sur le terrain souvent, c'est qu'on en revient en discutant avec quelqu'un ou parce qu'on a une observation différente, on a un feeling et là on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans l'entreprise et il faut qu'on arrive à cette vérité-là. Donc ça c'est plus délicat, c'est quelque chose sur lequel il faut être assez exigeant vis-à-vis de soi-même, c'est que si on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut aller au bout de ce qu'on peut savoir parce que c'est ça le métier du dirigeant. Oui, vous m'avez... Et il y a un troisième doute qui est le doute sur l'objectif final de l'entreprise. Et ça il ne faut pas qu'il y en ait. C'est que le métier du chef d'entreprise,
c'est de faire en sorte que, ça rejoint à l'idée d'enlever la peur ou de la confiance qu'on a déjà évoquée, le chef d'entreprise, il est là pour donner globalement confiance, effectivement pour ne pas se laisser intimider par les différents concurrents. Et là, trop souvent, d'ailleurs, on a envoyé des collaborateurs aller regarder ce qui se faisait chez les autres. Et on voit d'ailleurs dans certaines circonstances, on voit plusieurs concurrents qui ont des solutions extrêmement différentes et tout à fait contradictoires être invoqués comme des exemples pour l'entreprise. Donc ça, il faut que le chef d'entreprise il soit capable d'éviter ce doute fondamental, je dirais. C'est ça le métier. Et d'ailleurs, quand on a de l'expérience, en général, on a connu déjà des situations difficiles. Et donc, on sait que les situations difficiles, ça existe, et que si on a les bons réflexes, on peut véritablement, même si ça dure un peu de temps, sortir des orages. C'est une image que j'aime bien dans Tintin, dans l'Étoile mystérieuse, où il y a une tempête terrible. Ils sont vers l'Islande, il y a une tempête terrible. Tintin n'arrive pas à dormir, il sort, il met son ciré, il sort. Milou manque de passer par-dessus bord, etc. Il arrive exténué à la coupée, où il y a Haddock, tout guiret, qui lui dit « Belle brise, Moussaillon !» Ça c'est... L'humour. Haddock, là, est un vrai... Oui, c'est l'humour, et puis c'est en même temps un vrai réflexe de chef, quoi. Ouais, non, juste sur le doute, je voulais dire... Évidemment, on peut avoir des doutes sur des choses très importantes, mais dans l'entreprise au quotidien, la plupart des choses qu'on a à faire, c'est des choses assez simples. Il n'y a pas besoin de douter pendant très longtemps. Je veux dire, on se met avec une équipe, on dit, on essaye et puis on verra bien. On fait ça dans une région ou dans un pays où on essaye. Et puis c'est souvent quand on fait qu'on apprend des choses. Je veux dire, voilà, moi j'ai longtemps joué au rugby, on pousse dans un regroupement, puis tout d'un coup ça part d'un côté, on se dit hop, voilà, c'est là. Donc il faut expérimenter, quoi. Il faut faire les choses. C'est en faisant qu'on apprend. C'est pas, sinon on peut y réfléchir pendant hyper longtemps, quoi. Et puis on voit pas. C'est comme quand on fait des études. À chaque fois que je fais une étude, je reçois les résultats et après quand on le fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'avait dit l'étude. Donc il y a un moment, il faut faire les choses, quoi. C'est dans l'action, quoi. C'est ce que j'essaye d'arrêter. Donc le doute, oui, c'est sûr que si Nespresso d'un coup je me dis tiens, est-ce qu'il y a un marché sur le tennis? Bon, les gens vont se dire il a raison de douter. Mais au quotidien, c'est des choses simples et il faut s'enlever tout le temps cette histoire de doute permanent, quoi. Non mais je suis d'accord. Le doute n'est pas une question du quotidien. Dans le quotidien, si on travaille en collectif. Enfin, le collectif, c'est quand même une façon extrêmement efficace de résoudre les sujets. Le doute survient dans des périodes de crise. Moi, je vais juste vous raconter une petite histoire pour l'illustrer. Dans les services financiers, et là je vous apprends rien, la crise c'était l'époque Paribas de 2008. Enfin, j'étais patron de Cardiff, donc une compagnie d'assurance qui avait 150 milliards d'euros d'investissement. Donc la crise financière, les premiers craquements, c'est 2007. 2008, faillite de Lehman Brothers, on s'est dit que ça commençait à sentir le roussi. Il y a quand même eu une période où chaque semaine, une grande banque faisait défaut, ce qui était quand même un truc qu'on n'a pas vu souvent dans l'histoire. Et quand c'était des grandes, c'était des immenses banques, notamment anglaises ou autres, qui ont vraiment été au tapis. On a quand même transféré un quart du PIB mondial pour sauver ces établissements. Donc ça augmentait la dette publique à peu près d'autant. C'est une des raisons de nos difficultés actuelles. Et le truc a continué en capilotade début 2009. Quand on regardait les statistiques de fret mondial, j'ai jamais vu des courbes comme ça. C'était vertical vers le bas, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de commerce international. Et les marchés financiers qui étaient, le CAC était quelques années auparavant à 6000, il est descendu au-dessous de 3000. Enfin voilà, c'était... Enfin voilà, l'ours blanc sur la banquise et la banquise fond, pour prendre un exemple actuel. Et donc, quand on gère 150 milliards d'actifs qui sont la garantie de ce que font les clients et qu'on se dit, mais on était à se dire que peut-être l'économie mondiale n'allait pas survivre et que le système allait juste disparaître. C'était vraiment l'état d'inquiétude où nous étions. On s'est réunis un dimanche entre patrons des compagnies d'assurance françaises. Et alors là, ce qui est vachement sympa dans ces cas-là, c'est quand on voit que les collègues sont dans un état d'apoplexie encore pire. Là, on se dit, bon, ça c'est vraiment difficile. Et bon, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi matin, on s'est réunis avec les équipes et on s'est dit, bon, de toute façon, voilà, le monde est fait de crises et les crises finissent par se terminer. On est une équipe qui est absolument remarquable. Jolie brise Moussaillon. On revient aux fondamentaux du métier. On s'occupe de nos clients. On ne bouleverse pas quoi que ce soit qu'on a fait ces dernières années qui était juste vachement bien. Et puis, effectivement...
Voilà, quelques jours après, on a vu qu'on avait touché le fond. Et on peut dire maintenant que mars 2009, c'était le fond. Mais c'est vrai que quand on s'approche du fond, il y a un moment de doute parce qu'on est nécessairement dans un territoire où on n'a jamais été. Et Enfin, c'est là. le doute pour les établissements financiers, il aurait dû être au moment où vous ne saviez plus où était l'argent. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez perdu le contrôle des CDS et que tout le monde commençait à s'assurer les uns les autres, ce qu'aucun particulier serait autorisé à faire, c'est là où on aurait dû avoir le doute. Ce n'est pas au moment où ça s'est effondré, il me semble. Alors pour être plus précis, en juillet 2007, c'est-à-dire 1 an et demi avant, ayant perçu ces doutes, mais il ne faut pas oublier que tout ce développement sont faits aux États-Unis, donc un petit peu loin de notre capacité d'intervention. J'ai réorganisé avec mon équipe le bilan de la compagnie de telle sorte qu'on a passé tout ça sans dommage. Les doutes ont été perçus avant. Même en Europe, je peux vous dire qu'on a eu un mal de chien, nous opérateurs, parce qu'on voyait tout ça se craqueler. On voyait la banquise se craqueler et prévenir les autorités politiques, mais ce qui est normal. C'est le rôle des gens de marché, des gens de terrain, de prévenir les politiques quand il y a un problème, et le rôle des responsables politiques ou administratifs, parce qu'en l'occurrence c'était aussi beaucoup la Banque Centrale Européenne, et de bien vérifier avant d'intervenir si ce que disent les opérateurs est juste ou si c'est juste du lobbying. Voilà. Mais oui, enfin, ce que collectivement l'industrie a permis était criminel, pour prendre un mot simple. Alors, on voit que vous êtes tous soumis à des défis immenses, de la pression. Comment on fait pour se ressourcer? Comment on se fait, pour ne pas être noyé dans l'opérationnel et le court terme, rester en veille et même se ressourcer personnellement? Quelle est votre recette les uns les autres? Nathalie, est-ce que vous méditez? D'abord, il faut absolument sortir de la nasse et réfléchir différemment, vivre différemment, parce que sinon, on a soit le sentiment de toute puissance, qui est évidemment très dangereux, soit le sentiment d'être complètement écrasé, et dans les deux cas, on n'est plus un bon leader. Alors chacun sa recette. Moi, je ne suis pas du tout une solitaire, et je suis plutôt dans l'action que dans la méditation. Donc, je me ressource en étant avec les autres. Les gens qui vous disent, mais alors, votre temps à vous, etc. Moi, le temps à moi, c'est le temps avec les autres, mais d'autres très différents. D'autres qui se fichent pas mal de savoir ce que c'est que l'ENA. D'autres qui ne sont pas dans, j'allais dire, l'entre-soi parisien dans lequel, par définition, on vit quand même dans nos fonctions et dans nos positions. Qui ont d'autres préoccupations, d'autres manières de vivre, d'autres manières de voir, d'autres attentes. Et je trouve que ça, c'est quasiment une hygiène de vie, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Jean-François, les rencontres, les lectures, vous aimez dévorer, hein? Oui, les rencontres, les lectures, les autres, mais aussi des besoins de solitude parfois. Il peut m'arriver d'annuler au dernier moment une journée de travail parce que ma tête chauffe, que je sens que je ne suis pas lucide et qu'il faut que je me repose. Et que donc vous êtes capable de dire lundi, j'annule tous mes rendez-vous, oui. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas? Ça m'arrive. Je reconnais que ça m'arrive. Mais il vaut mieux faire ça que faire des erreurs. Et puis, moi, par contre, je pratique un peu la méditation parce que je suis un esprit un peu agité. Donc, il faut de temps en temps que je me calme. Et qu'est-ce que ça vous amène en tant que... C'est un grand sujet, la méditation, la pleine conscience, comme on dit. C'est un grand sujet en entreprise. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte beaucoup de choses. D'abord, ça me calme, clairement, que ce soit la méditation ou le yoga que je pratique aussi régulièrement. Ça me permet aussi de faire un voyage à l'intérieur sur mes propres démons et les propres erreurs que je peux générer par mon comportement psychologique. Donc c'est un vrai travail personnel que je fais, en tout cas que j'essaye de faire, parce que je sais que je suis loin d'être parfait. Et puis surtout, ça me permet de prendre du recul et de réfléchir et de faire cette fameuse synthèse là que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez des milliers d'informations, des dizaines d'informations contradictoires, puis à un moment donné, vous voyez, quand on est dans le doute, par exemple, quand j'ai décidé de monter Voyageurs vers un beaucoup plus haut niveau de service, une image de marque beaucoup plus haut de gamme, il y avait un énorme risque de perdre mes clients. Un énorme. Et je ne pouvais pas le mesurer par quelque étude que ce soit. Alors d'ailleurs, j'en ai perdu beaucoup, mais j'en ai gagné encore plus. Bon. Donc ça s'est bien passé. Mais il y a un moment donné, il faut oser, quoi. Il faut oser et assumer. Et ces périodes de calme vous permettent d'être plus lucide et de vous dire que vous ne prenez pas des décisions
façon un peu trop bousculée, quoi. Jérôme, Moi, j'ai vous, besoin de cette solitude. c'est un cocktail scooter et culture, d'après ce que vous m'avez dit. Le Racontez-nous. le scooter, ça coupe pas tellement. Non, d'abord, je pense que Vous c'est m'avez dit que intéressant. c'était la liberté, le scooter. C'est- Hein, ça me permettait de Ouais. gagner Oui, c'est vrai. du temps pour Ça moi. fait gagner du temps. Non, Et je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on peut aussi couper sur son lieu de travail avec ses collaborateurs. Vous voyez, nous, on fait ça de temps en temps chez Carrefour. Alors, quelquefois, ça étonne certains qui viennent, mais on peut passer 2 heures entre l'équipe là, du siège de Carrefour à parler de choses alors qui n'ont rien à voir avec notre métier. C'est-à-dire on parle du monde, des pays dans lesquels à quel on moment? est, ou Est-ce qu'il y a d'autres. des moments Non. privilégiés? En général, on déjeune ensemble tous les lundis. L'équipe Ça- de Ça direction? peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc il y a une partie 6 où on heures, discute. j'avais lu dans la presse que c'était 6 heures les déjeuners avec Georges Plaza. Et ça peut être un peu plus. Et ça, on le fait d'ailleurs à tous les niveaux. C'est de temps en temps, dans une réunion, pendant un quart d'heure, on va parler de choses totalement différentes, où chacun d'ailleurs montre un peu ce qu'il aime. Et d'abord, ça permet de mieux se connaître. C'est pas inutile, ça permet de faire partir la pression à un moment, et c'est toujours utile. Et puis sinon, pour la vie personnelle, bon, c'est les La grands poésie. classiques, hein, il y a la famille. Il y a quand même la famille. Hein. Et la poésie, vous m'avez dit. Oui, la poésie, oui, parce que c'est une manière. La poésie, on peut en 2 minutes être parti dans quelque chose de complètement différent. Il y a l'activité physique, et puis il y a des lieux. Hein, il y a des lieux qui permettent de se retrouver tout d'un coup à un endroit qu'on connaît bien et qui est loin des agitations. Éric, Pareil. comment vous faites? Est-ce qu'il faut être vigilant pour conserver des moments, pour faire un pas de côté, prendre du recul, se ressourcer, s'occuper de soi? Alors, moi, je pense qu'on a un impératif, c'est de ne pas être fatigué, d'être lucide. Sinon, c'est parce les autres qui que, trinquent, soi et les autres. Souvent, on me dit, mais c'est une vie épuisante, etc. Bon, enfin, si c'est une vie épuisante et si on est épuisé, franchement, on est vite pas bon, on est vite énervé, irascible, enfin, ça va pas du tout. En plus, on n'est pas lucide, et même si les décisions sont collectives, c'est vrai qu'à la fin, c'est quand même... Enfin, en tout cas, le rôle du leader, c'est aussi d'assumer les décisions, même si elles sont collectives, et d'en assumer les conséquences. Donc, moi, j'ai le besoin impératif de couper régulièrement et à peu près totalement. Alors, soit au quotidien par la musique ou la lecture, mais je me suis remis au piano il y a quelques années, et là, c'est vraiment un monde qui est complètement autre, voilà, qui apporte d'autres satisfactions, où effectivement, moi, j'imagine, comme la plupart d'entre nous, la famille, j'adore passer du temps avec mes enfants, même si maintenant ils sont grands. Voilà, enfin, mais je pense que c'est une discipline sur laquelle, quand on est responsable, on doit être encore plus strict que sur d'autres. C'est l'impératif de rester lucide. Voilà. Arnaud, c'est la lecture de Zarathustra dont vous m'avez parlé, ou le rugby, ou c'est quoi votre... Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu ça, parce que, en fait, je veux vraiment m'engager relationnellement avec mes collaborateurs, et je considère que j'ai un devoir de leur donner toute mon attention quand ils sont en face de moi, quelle que soit la personne qui est dans l'entreprise. Et donc, de temps en temps, on a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui se passent, que moi j'ai besoin aussi, comme Jean-François, de solitude pour assimiler toutes ces informations, ces bruits forts, moins forts, pour pouvoir revenir vers eux. Et c'est vrai que je faisais l'allusion à Zarathustra, parce qu'il se retire aussi, lui, pour se ressourcer, pour Sur la réfléchir, montagne. méditer. Et puis il retourne vers les gens, mais il a assimilé et il peut redonner à nouveau toute son attention. Parce que ça, c'est vraiment très important. Donc, mais ça, c'est un désir, un wishful thinking, ou vraiment vous y arrivez? Non, vraiment, j'y arrive, je ménage des temps, j'organise des temps dans ma semaine. Et pas seulement dans le travail, mais à titre personnel, c'est aussi la même chose. J'ai besoin d'avoir des moments de solitude. Je veux être à 100% avec ma famille quand je suis avec eux ou avec mes amis. Mais j'ai aussi besoin, de temps en temps, de me ressourcer, de recharger les batteries pour repartir à 100%. Je vais passer à la question à la salle. J'avais juste une dernière question. Cette vieille image du patron un peu autocratique et volontariste dont on n'a même pas évolué, mais à un moment sur les défis écologiques, puisque on est à l'université de la Terre ici, est-ce qu'il ne faut pas ressortir ce costume-là et être un peu volontariste pour engager son entreprise, soit dans son propre défi écologique, soit tout simplement dans quelque chose qui nous dépasse un peu plus, qui est le sens de l'intérêt général? Il y a un truc qui est merveilleux, comme je trouve qu'on a une chance énorme d'être dans les positions où nous sommes, c'est que ça donne aussi une très grande liberté, finalement, une très grande liberté de faire, et notamment de prendre des engagements comme ceux que vous citez.
Il y a une question sur laquelle moi, je n'ai pas trouvé de réponse définitive, c'est quelle est la proportion des résultats de l'entreprise que l'entreprise peut investir pour des causes d'intérêt général. C'est une question qui n'est pas très simple. Bon, enfin, c'est au leader de décider, enfin, en concertation avec ses actionnaires. On peut parler au conseil d'administration également, de temps en temps. Mais c'est clair que là-dessus, moi je considère qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, notamment sur ces questions d'environnement, de protection de la planète, mais de ces questions sociales aussi. Et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on a un devoir d'initiative. Mais je dirais, après, c'est à chacun aussi de voir sur quoi il veut mobiliser l'entreprise en dehors du mandat central de l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas le rôle du leader, les uns et les autres, de justement essayer d'éviter le côté cosmétique et communication de l'engagement, mais avoir un peu le courage de certaines décisions qui ne plaisent pas forcément aux salariés parce que ça les emmerde, aux clients parce que c'est plus cher, aux actionnaires parce que ça fait baisser le résultat. Qui a envie de répondre? Arnaud. Ouais, je veux bien répondre. Je pense que le leader, il peut apporter à cet endroit-là. Aujourd'hui, ce qui va faire que l'engagement va être pérenne en matière de développement durable pour les entreprises, c'est d'arriver à faire coïncider ou à allier la raison économique et la raison écologique. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte que nos nouveaux modèles économiques dépendent de notre engagement écologique, si on arrive à faire ça, alors ce sera pérenne. Si ça reste quelque chose qu'on fait en plus du reste, dès que l'entreprise sera en difficulté, elle coupera ces budgets-là. Et la nouvelle Donc forme donner du sens. Voilà, la nouvelle forme de leadership, pour moi, c'est de discuter avec le leader. Il doit faire ça avec ses collaborateurs, dire mettons ces nouvelles lunettes, regardons le monde à travers ça, comment on va créer de la valeur à partir de ça. Ça peut être drôle, ça peut être sympa, ça fait appel à l'intelligence des gens, on va inventer des nouvelles formes de business dans lesquelles on va intégrer ça. Et pour moi, le leader, il doit amener ça, il doit amener ce changement de mindset, pas dire on fait le business et by the way, on compense. Parce que si c'est ça, ça ne marchera pas. Jean-François, vous, cet engagement personnel, il est très confondu quand même avec l'objet, la mission et la philosophie de Voyageurs du Monde. C'est peut-être plus simple? Peut-être que c'est plus simple parce qu'on vend du voyage, on vend le rapprochement des peuples, à des clients sensibles à ces sujets, etc. Chez nous, c'est quelque chose qui est naturel depuis des années. On consacre, pour répondre à la question d'Éric, nous, on consacre 10% de nos bénéfices aux actions environnementales et sociales dans le monde, plus à peu près 25% de nos profits qu'on redistribue à nos équipes. Chez nous, on pourrait imaginer que c'est donc un facteur de perte de compétitivité. En réalité, ça a plutôt été un facteur de gain de compétitivité parce que ça plaît à nos clients. Même si on communique très peu, parce que j'ai des associés un peu protestants qui n'aiment pas qu'on dise qu'on fait de bien. Bon. Par contre, ça plaît énormément à nos collaborateurs. Donc, ils sont beaucoup plus motivés, ils adhèrent aux valeurs de l'entreprise, ils sont impliqués. Et puis, on répond aux questions clés. L'aérien, aujourd'hui, est probablement Ah oui, comment on fait quand on dirige une boîte qui s'est construite sur le transport qui pollue? Bien sûr, bien sûr. Comment on gère ça? Déjà, on est engagé sur le fait que, oui, si vous voulez, sur l'aérien, il y a deux positions extrêmes caricaturales. Il y a la position de Jean-Marc Jancovici, qui est un homme brillant, et qui consiste à dire mais caricature les radicales. Non, pas, en tout cas, sur ce sujet-là, il considère, lui, et c'est un point de vue qu'on peut tout à fait défendre, que l'industrie aérienne consomme tellement de CO2 en termes d'intensité. À chaque fois que vous prenez l'avion, si vous voulez, sur un aller-retour à New York en classe économique, si vous deveniez donner un quota à chaque être humain de CO2 pour éviter un réchauffement climatique dépassant 2 degrés, vous auriez consommé 100% de votre quota en un seul aller-retour à New York. Donc, la position de Jancovici consistera à dire qu'il ne faut plus qu'on utilise l'avion, sauf besoin particulier, peut se défendre. Ce n'est pas la mienne, mais elle peut se défendre. Moi, j'estime que sur ce sujet-là, on est très engagé depuis longtemps. On dit que le voyage a une utilité sociale très forte, non seulement économique, mais aussi de facteurs de rapprochement des peuples et de tolérance. On le voit tous les jours sur plusieurs exemples. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui là-dessus. Mais que par contre, donc on a droit à un quota, nous, le voyage, l'industrie du voyage, quel qu'il soit, à définir entre toutes les industries et toutes les nations du monde, mais qu'on doit
dans le cadre de ce quota, bien entendu, réduire fortement nos émissions. Nous, on le fait de façon spontanée. On finance des plantations de forêt avec un label MDP je dirais, qui garantit que c'est additionnel, parce que vous savez que la compensation, comme l'a implicitement indiqué Arnaud, peut être sujette à caution. Mais en tout cas, nous, on finance des projets très forts comme ça là-dessus dans le monde entier. Par exemple, au Brésil, on finance des plantations de forêt qui permettent aux sans-terre, en plus, de récupérer la propriété de leurs terres. Donc, en plus, ça a une vraie vocation sociale. Mais chez nous, c'est s'appeler aux clients, s'appeler aux salariés. Et je dois dire qu'on a beau être coté en bourse, même si on contrôle l'entreprise, que nos investisseurs ne nous l'ont jamais reproché. Donc, ce n'est pas incompatible si c'est bien pensé, je pense. Nathalie, vous formez la génération qui demain sera aux commandes d'un monde dont on sait qu'il devra profondément se transformer sur le plan écologique, sur le plan de ce deuil de la société de progrès. Vous basez sur le progrès dont parle brillamment Daniel Cohen. Comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on sensibilise et on forme cette génération à ce défi immense? Alors justement, je crois que le bon mot, c'est sensibilisation. Je pense qu'un leadership qui viendrait dire, écoutez, à partir de maintenant, c'est comme ça, et il y a des cours sur le développement durable, parce que c'est une consigne politique, c'est un risque dans lequel on peut être. Moi, des consignes politiques sur ce qu'on doit enseigner à l'ENA, j'en reçois une par semaine. Si je les écoutais toutes, les études à l'ENA dureraient entre 10 et 15 ans. Mais ça ne marche jamais, parce que la lubie politique ou la lubie de la directrice de l'ENA, vous pouvez toujours vous dire ça lui passera, ou en tout cas il y aura demain quelqu'un d'autre qui me demandera autre chose, donc ça n'est pas approprié. Ce qu'il faut, c'est que véritablement la base de tout ce que nous donnons comme clé aux futurs leaders du secteur privé comme du secteur public, cette base-là, elle intègre ces enjeux globaux. Alors celui de l'écologie, évidemment, mais il y en a d'autres. La question de la santé et des grandes pandémies. Il n'y a pas, dans le secteur qui m'intéresse, l'apprentissage, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, il n'y a plus une seule politique publique qui puisse être réfléchie, mise en œuvre, sans comprendre ce qui se passe dans un contexte global. Il faut arrêter d'être hexagonaux, il faut arrêter de penser que l'exception française peut continuer à sa manière. On parle d'énergie, on parle de nouveaux modèles économiques. Moi, je mets en garde contre l'idée qu'il faut arrêter de penser au progrès, mais le progrès écologique, c'est un progrès. Il faut arrêter de mesurer. Le film demain le montre, que c'est une autre économie joyeuse. Il faut arrêter de mesurer le progrès, de mesurer la croissance comme on l'a fait depuis 70 ans, c'est tout. Mais ça, c'est plutôt stimulant. Et donc, ça fait partie, évidemment, c'est au cœur, au socle de ce qu'on enseigne aux élèves de l'ENA. En même temps, je rappelle souvent aux politiques que nous ne sommes qu'une école et qu'on demande beaucoup aux écoles en général. On est une école, on n'est pas un camp de redressement, on n'est pas chez les Khmers rouges. La sensibilisation, c'est tout ce qu'on doit faire de bien pour que nos élèves aient appris à réfléchir. Après, il y a tout ce qui va se passer dans le reste de leur vie. Et Eric, il y a de nombreux engagements sociétaux, mais environnementaux aussi, de Generali. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez personnellement impulsé et pris en main? Et comment est-ce que vous faites participer les salariés? Alors, les salariés sont très demandeurs d'engagement et le propre de l'assurance, c'est qu'on a une intervention très directe sur les événements sociaux et climatiques de multiples façons. La façon la plus puissante, en réalité, c'est notre rôle d'investisseur. Si on prend les assureurs français, les investissements des assureurs français, c'est 1600 milliards d'euros, c'est-à-dire le PIB annuel, c'est 2000 milliards. Donc vous voyez, c'est des montants d'ordre macroéconomique, évidemment. Et je pense qu'il y a un impératif qui est en train d'être mis en œuvre. Après, il faut le temps que ça se fasse parce que sur les marchés financiers, il ne faut pas non plus qu'on crée de rupture. Mais l'orientation progressive, et qui doit être très rapide à mon avis,
de nos investissements au bénéfice d'entreprises qui n'émettent pas de carbone ou le moins possible, qui ont un rôle social positif, c'est quelque chose d'important. Et dans le même temps, naturellement, sortir du financement de toute activité trop polluante ou trop mauvaise pour la planète. Alors avec effectivement des questions compliquées. Le transport aérien, est-ce que le transport aérien est quelque chose... on ne peut pas non plus arrêter de financer les compagnies aériennes. On a là des sujets d'intérêt général qu'il faut traiter au niveau mondial. Mais on voit bien que cette question de l'investissement, il est essentiel. Et puis, dans tout ce qui est prévention, les assureurs ont attiré l'attention du monde depuis très longtemps sur le réchauffement climatique. Parce que la réalité, c'est que le réchauffement climatique, ça produit déjà depuis des années des dégâts considérables. Ça coûte cher à refinancer. Que ces dégâts coûtent cher. Il ne faut pas dire que ça coûte cher aux assureurs, parce que les assureurs ne sont que les mutualisateurs. Oui, au final, c'est les primes d'assurance. Voilà, et si nous payons plus de sinistres, eh bien, malheureusement, les primes vont augmenter pour tout le monde, et notamment pour les entreprises, pour les particuliers. Jérôme, c'est vous, pardon, je vous coupe parce que je voudrais passer la parole à la salle. Jérôme, c'est vous qui avez la charge et qui pilotez cette transformation écologique de Carrefour. Alors, au sein du comité de direction. Oui, c'est l'écologie, c'est plus globalement la responsabilité sociétale. Oui, la RSE, c'est vous qui la pilotez. Ouais. Nous, la décision qu'on a prise cette année, en 2015, c'est à notre Assemblée générale de présenter les résultats de l'entreprise en 2 volets, les résultats financiers et la performance extra-financière. Et c'est ce que nous ferons désormais. C'est ce que nous voulons, maintenant que l'entreprise marche sur ses 2 jambes. On a un cerveau gauche très mathématique qui s'occupe des chiffres, et puis on a un cerveau droit qui va s'occuper de la façon dont l'entreprise travaille avec la société. Et ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que tous les thèmes qu'on défend en matière de RSE sont des thèmes qui améliorent notre performance. Ça améliore la mobilisation de nos collaborateurs. Et ça nous permet... vous en êtes convaincu, mais comment convaincre les collaborateurs? Souvent, c'est perçu comme une contrainte. Oui, mais il y a un moment où c'est un peu difficile. Je vais vous prendre un exemple. On a lancé, il y a 2 ans, une banane bioéquitable. Bon, au début, c'était très compliqué. Alors, les chefs de rayon disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop compliqué, on en a déjà beaucoup. On a eu du mal pour le sourcing au début, parce que on fait quand même pas mal de milliers de tonnes de bananes dans l'année. Donc, on a mis un peu de temps, et puis maintenant, tout le monde voit que ça marche bien. Le client a compris. Donc c'est faire connaître les bonnes pratiques voilà. Et leurs résultats. Je vous prends un autre exemple. On a mis en place un système d'économie circulaire dans lequel on utilise nos déchets organiques de magasins pour faire du biométhane, et avec ça, on nourrit nos camions de livraison. Donc on a lancé ça dans le Nord, on a décidé de généraliser, donc on aura à la fin de l'année prochaine 200 camions en France qui tourneront avec du biométhane. Alors, il y aura des déchets organiques qui viendront d'ailleurs, parce que Dieu merci, on ne produit pas autant de déchets organiques que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on avait un petit doute sur la rentabilité de l'opération. Maintenant, c'est rentable. D'ailleurs, notre première politique environnementale qu'on a lancée il y a 2 ans, on l'appelait anti-gaspi pour ça. Pour dire aux collaborateurs, on ne vous demande pas de faire de la vertu virtuelle. On vous demande d'être sur des sujets qui sont les sujets de l'entreprise. Et si vous faites ça, on sera efficace en matière de RSE et d'environnement. Vous avez ici 5 leaders qui sont là pour répondre à vos questions, des questions très courtes et précises, s'il vous plaît. Qui veut lancer la première question, monsieur? On va prendre un homme, une femme, on va essayer de rétablir un peu le... Il faut appuyer sur le bouton rouge en dessous pour qu'on vous entende. Il faut appuyer sur le bouton rouge, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc la première question que je voulais vous poser, vous disiez tout à l'heure que une des qualités principales du manager, c'est d'avoir une culture générale, une vision d'ensemble, ce à quoi je souscris à 100%. Ma question était de savoir, vous parliez aussi du fait que le management est en train d'évoluer vers une certaine horizontalité, c'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs est consulté dans une prise de décision qui peut des fois engager l'entreprise. Ma question était la suivante, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un besoin dans la formation, parce que je travaille dans la formation, de dispenser dans l'entreprise des cours en fait, de culture générale? Je pense à la philosophie, je pense à l'histoire, je pense à des matières qui justement ouvrent sur le monde. Et pourquoi je vous pose cette question? Parce que je travaille donc pour l'École Polytechnique d'Assurance et nous allons monter un MBA Data Scientist des métiers de l'assurance en 2016. Nous allons faire dans ce MBA des cours de data science en partenariat avec l'Institut Mines Télécom, Paris Tech. Mais on a prévu dans ce MBA d'introduire aussi des cours de philosophie parce que le big data, les questions éthiques qui vont se poser vont être fondamentales.
et des cours aussi d'histoire pour voir quel a été l'usage qui a été fait dans l'histoire des données afin de donner aux collaborateurs futurs formés. Voilà. Alors, donc, ma question était la suivante. Qui a envie de répondre? Nathalie. Alors, c'est absolument passionnant de voir que ce débat a cours aujourd'hui, parce qu'il y a 10 ans, on disait tout le contraire. Il y a 10 ans, on félicitait Richard Descoings pour supprimer la culture générale à l'entrée de Sciences Po. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une énorme erreur, et je me suis battue bec et ongle pour maintenir la culture générale à l'entrée de l'ENA, en disant qu'un futur décideur, c'était quelqu'un qui devait être capable de contextualiser ce qu'il faisait. Je crois profondément que certains pays ont maintenu cette idée d'humanité dans leur enseignement supérieur, en particulier dans les 2 premières années. C'est très vrai au Royaume-Uni, c'est très vrai au Royaume-Uni, c'est aussi assez vrai aux États-Unis. Je pense que nous, on a été un peu dans le piège de la spécialisation trop précoce, notamment en matière scientifique. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un voit plus large? C'est souvent ceux qui sont passés dans des classes prépa, parce qu'ils ont été obligés de voir beaucoup de sujets à la fois. Moi, je plaide très fortement, pour le moment sans aucun succès, mais les mentalités changent, pour que dans les universités, il y ait cette notion d'humanité, que les 2 premières années d'université soient larges, ouvertes, sur des sujets comme l'histoire, comme la philosophie. Alors après, en entreprise, oui, ça n'est jamais fini, parce que les défis auxquels on est confronté font qu'il faut se ressourcer. Est-ce qu'il faut faire des cours en entreprise, ou est-ce qu'il ne faut pas tout simplement aller vers tout ce que le numérique, pour le coup, nous offre de positif, que ce soit les conférences TED, que ce soit la Khan Academy. Aujourd'hui, vous avez des milliers de choses disponibles à travers des MOOC, à travers beaucoup de choses. Je pense qu'il faut simplement donner du temps et donner le signal à nos employés qu'on attend ça d'eux, qu'ils se ressourcent et qu'ils réfléchissent plus large. C'est aussi une question d'équilibre des temps de vie, mais ça, c'était une autre table ronde. Jérôme, vous aviez envie de dire un mot? Puisque c'est vous qui avez lancé l'idée, c'est vrai. Dans l'entreprise, ce qu'on peut faire et ce qu'on essaye de faire, c'est assez régulièrement d'ouvrir sur l'extérieur, d'inviter des gens. Par exemple, de recueillir. Bon, on fait venir des gens dans nos réunions, les réunions managériales, des gens qui viennent d'ailleurs, qui parlent de sujets qui peuvent paraître des philosophes, des sociologues. Oui, ça peut être des philosophes, ça peut être des physiciens, ça peut être des sociologues, ça peut être un expert de l'islam, enfin ça peut être des tas de gens. Et ils viennent nous parler, et on essaie de le faire à des niveaux variés de la hiérarchie. Il y a des moments où on se retrouve autour d'autres sujets que le pur sujet de business. La deuxième chose, c'est que dans certaines actions de formation, il peut y avoir une ouverture sur la culture générale. Je pense à les langues. Il y a quand même beaucoup de collaborateurs qui continuent à travailler leur langue. Là, il peut y avoir un lien avec la culture générale. Derrière, ce qui est aussi important, c'est dans les recrutements qu'on fait, c'est de questionner un peu, finalement, la personnalité du candidat. Et la culture générale, évidemment, en fait partie. Si on veut que l'entreprise soit bien elle-même, qu'elle se sente elle-même, qu'elle ne soit pas dépendante du modèle, etc., si on veut qu'elle soit dans la diversité, il faut que les collaborateurs eux-mêmes se sentent bien, qu'ils aient leur personnalité et qu'ils aient le sentiment de pouvoir l'exprimer. D'ailleurs, que l'entreprise respecte d'une certaine façon leur personnalité. C'est un élément très important. C'est ce que dit d'ailleurs Zarathustra. Zarathustra, il a une phrase très belle. Il dit que le meilleur moment pour couper, c'est la nuit. Puisqu'il y a un moment où il dit Nacht ist es, nun reden Leute alle springenden Brunnen und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Il fait nuit. Attention, l'entretien d'embauche avec Jérôme Beignet, c'est pas gagné, hein. C'est le moment où les fontaines jaillissantes sont plus sonores, et mon âme aussi est une fontaine jaillissante. C'est-à-dire que la nuit, je suis plus moi-même et je retrouve moi-même. Voilà, je ne dis pas que Carrefour est un endroit où les fontaines jaillissent à tout moment, mais enfin. Mademoiselle. Oui, bonjour à tous. Déjà, je tenais à vous remercier. Avec votre bien près du micro. Oui. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette table ronde passionnante. À la base, je souhaitais poser une question sur l'impact du numérique sur le leadership au XXIe siècle. Mais suite à une intervention au début, je souhaiterais parler sur l'aspect court terme, long terme, à savoir que aujourd'hui, il y a eu la critique sur les politiques, mais ne pensez-vous pas qu'il y a un problème au niveau de la vie politique, à savoir que les mandats politiques sont court-termistes, alors que les défis que les sociétés ont à relever, et aussi les entreprises, sont long terme. Merci. Éric, vous avez exercé des fonctions au gouvernement ?
Le gouverneur précédent. Oui, enfin, je trouve que la question court terme, long terme qui s'exerce à la fois pour les responsables politiques et pour les chefs d'entreprise est franchement une question de responsabilité personnelle. Parce qu'en tout état de cause, que les mandats soient de 5 ans ou de 10 ans, les enjeux des politiques publiques et des politiques des entreprises sont des enjeux de long terme. Notre job de chef d'entreprise est de préparer l'entreprise à l'avenir pour les générations futures. Et c'est encore plus vrai pour les responsables politiques. C'est pour ça que je suis intervenu tout à l'heure. Le leadership, il doit s'exercer chez les politiques, chez les chefs d'entreprise. Et donc la responsabilité personnelle, c'est de le faire dans le long terme. Moi, je ne partage pas l'idée, pour revenir à l'entreprise, que les marchés financiers sont court-termistes. Les marchés financiers, ils achètent ce que leur vend le management quand il vient les voir. Et si le management dit le meilleur intérêt de l'entreprise, c'est de faire ça, voilà. Eh bien, si c'est un dossier qui est convaincant, le marché financier peut tout à fait acheter une politique de long terme. Voilà, c'est encore une fois la responsabilité individuelle des responsables qui est en jeu. Arnaud ? Je ne voudrais pas que vous opposiez trop la partie publique et privée, parce que dans le privé, c'est exactement pareil au niveau... Enfin, des problèmes court terme, long terme. Je vais vous donner un exemple. Les premières fois où j'étais dans les pays producteurs de café, les gens m'expliquaient déjà les problèmes de désastres climatiques, écologiques, les difficultés dans lesquelles les gens étaient et le manque d'investissement des entreprises pour faire en sorte de changer la situation. Et en fait, ils avaient des chiffres très précis, enfin, tout était très clair, quoi. Et quand je montrais ça, je dis ok, mais vous n'êtes pas venu voir que nous, vous êtes aussi allé voir d'autres entreprises. Et puis pourquoi on n'a pas commencé avant? Et ils me disaient mais parce que les gens qu'on a, en fait, l'année d'après, ils sont plus là. Le problème du management dans les entreprises, c'est que les gens changent tellement vite que vous, en tant que manager, si à un moment donné vous avez cette responsabilité, vous n'allez pas nécessairement vous engager sur quelque chose qui va prendre 10 ans si vous savez que dans maximum 18 mois, vous avez changé de poste. Donc je ne pense pas qu'il faille dire le public est pas très bien là-dedans et le privé très bien. Je pense que dans le privé, on a... Enfin, j'ai compris que ce n'était pas ce que vous vouliez dire, hein, mais je voulais juste dire qu'on n'était pas mieux dans le privé, en tous les cas dans les grandes multinationales, que dans le public. Une dernière question ? Pardon, monsieur, mais je vais prendre une femme. Là-bas. Merci. Je voulais revenir sur le point qu'un de vous, je ne sais plus qui, abordait sur la peur. Donc vous en parliez sur comment rassurer en tous les cas vos collaborateurs. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui que ça soit... Vous parlez de la peur de l'angoisse des collaborateurs là. Oui, mais ma question est plus générale, c'est effectivement, je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont dominés par la peur, après des attentats, quand on parle de désastres écologiques, et qui réagissent vraiment sur leurs émotions et qui ne sont pas du tout réceptifs à un discours qui soit plus logique et rationnel. Et ma question c'est vraiment... quelles sont un peu vos recettes, s'il y en a, pour les rassurer et les ramener dans un domaine qui ne soit pas simplement une réaction à ces peurs? Je vais demander à chacun de répondre, ça sera une conclusion. Jean-François, j'ai envie de commencer par vous, parce que la peur de voyager, aujourd'hui, c'est une réalité. Et la peur d'accompagner peut-être les clients dans des pays difficiles, c'est une réalité. Comment vous faites? Bon, de toute façon, quand vous avez quelqu'un qui a peur de voyager dans un pays musulman, malheureusement, même s'il a tort de ne pas vouloir y aller, il ne faut pas l'encourager à le faire. Ça sert à rien d'aller perdre son loisir pour avoir peur tout le temps. Mais pour rebondir sur la question que vous posez, comment est-ce qu'on gère les collaborateurs qui ont peur? Déjà, en n'ayant pas peur vous-même. Moi, je pense que j'en ai résolu 80%, parce que nous, on est confrontés à ça en permanence. Hein. On a lancé Voyageurs en Israël, en Palestine. On a été menacés. J'ai pris plein de positions sur la problématique musulmane et sur le fait de défendre les musulmans éclairés. J'ai été menacé, etc., etc., etc. Bon. Et moi, il y a quelque chose que je pense profondément, c'est qu'il faut qu'on arrête d'assister les gens. Je rebondis sur la question de la culture générale ou sur la question de la peur. On peut les aider, on peut leur donner quelques clés, on peut leur donner... oui, par exemple, pendant les attentats à Paris, nous, on a eu quelques collaborateurs de touchés. Ceux-là, on s'en occupait directement. Puis il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout touchés et puis qui tremblaient. Ils tremblaient en prenant le métro, ils tremblaient dans l'agence. Bon, il y a un moment donné, on leur a expliqué, écoutez, voilà le nom d'un psy, va le voir pour ta tremblote ou arrête de trembler. Parce que, si vous voulez... Il faut que les gens se prennent en main. Ce n'est pas à l'entreprise de tout régler. La culture générale, c'est pareil. Moi, j'ai des collaborateurs chez moi qui me demandent est-ce qu'on leur explique comment fonctionne Twitter.
Ça m'agace. Parce que les gens ne se prennent pas en main. Ils n'ont pas la curiosité. C'est en amont, bien entendu, c'est l'école, c'est ce que fait Nathalie, c'est ce que fait d'autres écoles. À faire en sorte que les gens aient envie d'apprendre. Ils aient envie d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours, tous les jours. Donc, est-ce qu'il faut que l'entreprise résolve ça en permanence? J'en suis pas sûr. Éric, vous voulez réagir, puis après je passerai la parole à Jérôme, parce que voilà, comment on fait avec la peur, et notamment de rentrer dans les centres commerciaux qui sont souvent cités dans la presse comme cible d'attentat. Je suis désolé, Jean-François, j'ai un avis exactement inverse, mais cela dit, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je vais du coup quand même l'exprimer. Moi, je pense qu'il faut que l'entreprise accepte que les personnes ont des émotions, parce que c'est ça qui caractérise d'ailleurs les personnes, et que, évidemment, les émotions n'ont pas toute leur place dans l'entreprise, mais quand même, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut savoir écouter les émotions, en général, c'est aussi ça le rôle du manager et du leader, et dans certains cas, il faut aider à les accompagner. Et très précisément, après le 13 novembre, bon, d'abord, on a passé le week-end à essayer de vérifier qu'on n'avait personne de touché, et donc on a passé un week-end à s'appeler, à s'envoyer des mots les uns aux autres. Et puis, à partir du lundi matin, je dirais, on a ouvert l'arbre à palabres, c'est-à-dire qu'on a donné on a suggéré aux managers de laisser un temps de dialogue pour que les gens s'expriment et que les gens en parlent, parce que tout le monde était choqué, bouleversé, nous compris évidemment. Et on a aussi mis en place pour les collaborateurs des psychologues qui, pendant 2 ou 3 jours, ont... alors c'est vrai qu'on c'est une grosse entreprise, il y a 7000 personnes, donc on a certainement des moyens, etc. Mais on a voulu montrer qu'il y avait une phase nécessaire d'écoute. On a demandé d'être moins strict sur les horaires, de laisser les gens arriver en retard, de ne pas venir si jamais... Voilà. Et puis au bout de 2-3 jours, le choc est toujours là. Il est, comme on le sait tous, toujours là aujourd'hui. Mais dans le travail, effectivement, on a repris des choses en disant, voilà, la première réaction à ce qui s'est passé, c'est de servir nos clients et de continuer à développer notre entreprise. Mais il m'a semblé que le fait d'accompagner cette émotion et de la partager dans l'entreprise était quelque chose qui était nécessaire. Jérôme, Nathalie, puis Arnaud. Nous, on a ouvert tous les magasins le lendemain, hein, sauf 3 ou 4 qui étaient dans le périmètre des fusillades et qui ont été fermés par la police. On a fait la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une réunion le matin entre les collaborateurs et ils ont parlé ensemble. Quelquefois, ça a duré un peu de temps, mais ça s'est très bien passé. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans 2-3 magasins là, pendant le week-end et il y avait une ambiance très particulière entre les collaborateurs et avec les clients. Les clients, d'ailleurs, qui souvent remerciaient parce que le magasin était ouvert et une sorte de dialogue un peu spécial s'engageait. Alors on a pris aussi évidemment quelques mesures de sécurité, mais ce que je crois indispensable dans ces cas-là, c'est effectivement de se parler. Le management de la peur est le plus mauvais des managements, ça c'est sûr. Mais certains peuvent être tentés d'y recourir, parce que c'est le management des faibles. Si on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire passer ce qu'on a envie de faire passer, on peut avoir tendance à user d'arguments d'autorité et de certaines menaces pour dicter les comportements. Mais ça, c'est très mauvais et c'est à proscrire. Et d'ailleurs, le rôle du management, c'est de vérifier que ceux qui sont en dessous ne procèdent pas comme ça. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on ne peut pas toujours détecter exactement ce qui se passe. Il y a quelquefois une sorte de loi du silence qui peut exister, hein, surtout quand il y a beaucoup d'effectifs. Sinon, la peur, une entreprise fonctionne bien quand elle est fondée sur le principe de confiance. Maintenant, la peur, elle existe toujours. Depuis qu'on est jusqu'à la mort, on passe son temps à avoir peur. Hein. Et d'ailleurs, le combat de l'homme, c'est d'essayer de sortir de cette peur. Hein. Nathalie ? Alors moi, je reviendrai peut-être sur autre chose que l'ENA, mais ce que j'ai vécu auparavant, puisque j'ai été diplomate pendant plus de 25 ans dans des pays souvent à risque, et j'ai eu notamment comme responsabilité de gérer le ministère des Affaires étrangères et donc la sécurité de toutes nos ambassades à travers le monde, notamment au moment des printemps arabes, notamment l'Afghanistan. Donc cette question de comment on gère la peur, comment on rassure des collaborateurs qui sont exposés, elle se traite de différentes manières. D'une part, il faut accepter d'être exposé soi-même. On ne peut pas gérer l'ensemble du ministère des Affaires étrangères et pas aller soi-même en mission en Irak, en Afghanistan, là où on ose envoyer certains de nos employés. Ensuite, il faut écouter la peur, accepter la peur. Moi, je préférais parfois que certains de mes collaborateurs me disent maintenant, il faut que je rentre parce que je commence à perdre ma lucidité, je commence à être inquiet tout le temps. J'étais beaucoup plus inquiète
de gens qui disaient je n'ai jamais peur, pour moi c'est facile, etc. etc. C'était eux en général les plus exposés. Il faut savoir que quand on est vraiment exposé à des risques, on a un capital pour tenir le coup qui n'est pas infini. Il faut l'accepter. Et puis c'est là où on est ou on n'est pas un leader, c'est-à-dire qu'on est ou on n'est pas rassurant. On prend des décisions, parfois dans l'extrême urgence. Moi, j'ai dû prendre des décisions de donner l'ordre de tirer sur des manifestants qui essayaient d'entrer dans notre ambassade à Damas quand on en avait encore une. Alors là, c'est là où on est le patron. C'est-à-dire que la décision, ça pouvait être que moi, et il fallait que je la prenne, avec les risques que ça pouvait comporter, et avec, en interministériel à Paris, des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais là, on ne se retourne pas, on ne cherche pas. Là, on n'est pas collégial. Parce que la vie des agents de l'ambassade à Damas, elle dépendait peut-être de cette décision-là. Donc le leader ne doit pas avoir peur, ne doit pas montrer qu'il a peur, il doit être capable de décider. C'est ce qui fait, c'est une question dont on avait parlé en préparant la table ronde et puis finalement on n'a pas posé. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis d'être un leader? Il y a beaucoup de choses qui s'enseignent, mais il y a une espèce de folie quand même à décider d'être ça. Ou alors il peut montrer qu'il a peur et que ça ne l'empêche pas d'agir, comme tout être humain. Je crois quand même, quand on est dans des enjeux sérieux, comme les enjeux de terrorisme ou de guerre, un leader qui a peur, je pense que c'est tout de suite la panique en dessous. Il peut rentrer chez lui et avoir un grand moment de solitude, mais quand on est patron, on n'a pas le droit d'avoir peur. Arnaud ? Oui, nous, quand il y a eu les attentats, le samedi, on a fermé toutes nos boutiques à Paris. Et ça a été un message assez bien perçu par nos collaborateurs qui ont dit on est prêt finalement aussi, nous, à perdre une journée de chiffre d'affaires pour être sûr que les gens étaient en sécurité. Donc c'est plutôt un message qui a été assez bien perçu. Après, je pense qu'il faut accueillir l'émotion, évidemment, il faut qu'on puisse en parler. Mais après, très vite, et là je rejoins ce que disait Jean-François, c'est qu'il faut se remettre dans l'action. Et là, je voudrais élargir un peu, c'est pas uniquement la peur des attentats, mais au départ, je parlais plutôt de la peur de prendre des décisions, la peur de faire des choses. Le rôle du leader, c'est de mettre les gens dans l'action. Il faut toujours se mettre dans l'action parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y a aussi des choses qu'on peut contrôler. Et je pense que globalement, on irait mieux si on passait du je pense et il faut à je peux et je fais. Voilà, donc j'espère, je voudrais vraiment applaudir nos participants. Et voilà, je crois qu'on a vu qu'on était aujourd'hui dans un sujet complexe, passionnant, que le leadership pouvait prendre des formes très variées, mais en tout cas très engagées. Et je voudrais remercier chacun d'entre vous d'avoir vraiment joué le jeu de cette table ronde. Voilà, bon appétit à tous. Bravo à l'animateur. C'est le panel qui fait l'animateur.